Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare après la petite trêve d'été. Média Sorare, c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces ainsi qu'un service d'accompagnement sur mesure pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le SO5. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Vincent, alias Super Colver, animateur sur Skyrock, joueur débutant et fan de vélo. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane, alias Bencode38, streamer Sorare et grand spécialiste de la MLS. Salut Stéphane. Salut Mehdi, comment vas-tu ? Ah bah écoute, très bien, et toi, chaudement ? Vu la météo ? Il fait super chaud, très clairement. Moi, je suis là vers Grenoble, il fait très très chaud. Tu sais, chez nous, on est dans une cuvette, donc on est entouré de montagnes et dès qu'il fait chaud, enfin voilà, c'est des grosses chaleurs, clairement. Ah bah écoute, même chez nous au nord, c'est fait vraiment très très chaud. Mais écoute, c'est l'avantage d'un podcast uniquement audio et sans vidéo, c'est que on verra pas notre état pendant le podcast. Bah écoute, Stéphane, alias Bencode38, je suis super content que tu sois mon premier invité de la deuxième saison. Après cette petite trêve d'été, avant de te laisser la possibilité de te présenter, en tout cas l'annonce, parce qu'elle a été assez tardive sur notre compte Média Sorare, parce qu'on l'a seulement annoncé hier, mais il y a eu énormément de buzz, énormément de questions, et là je me suis dit waouh. Lui, je t'avais prévenu. Il est vraiment apprécié par une belle partie de la communauté Sorare. D'Erika allait un petit peu te poser pas mal de questions et te troll un petit peu. Je t'avais prévenu. Exactement. Bah écoute, on verra. J'ai fait une petite sélection de questions. Il y a des choses que je comprends pas. Bah tu vas nous éclairer par rapport à ça. Mais tout d'abord, Stéphane, voilà, tu viens de dire que tu es de Grenoble. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bah écoute, bien sûr, Mehdi. Alors moi, j'ai 36 ans, donc effectivement, on me connaît sur Twitter et Sorare avec le pseudo Bencode38 ou Sorare MLSFR. Donc moi je suis originaire donc de l'Isère, donc en gros j'habite entre Grenoble et Valence et je suis donc manager Sorare depuis à peu près 1 an et demi. Sinon à côté de ça, j'ai une société où en gros en fait je suis mandataire immobilier donc à mon compte et je vends des maisons, des appartements, des terrains, enfin voilà quoi. Ok. Et tu travailles seul, indépendant ? Ouais, alors on travaille avec je travaille avec un réseau, mais oui, je travaille seul. Hein, je suis à mon compte, donc principalement c'est les gens qui viennent à moi pour que je vende leurs appartements, leurs maisons, et puis après je fais tout seul en fait, hein, très clairement. Ok. Et donc tu as réussi à incorporer ton métier de streamer Sorare par rapport à, enfin, dans ton activité professionnelle, parce que d'après ce que j'ai vu, tu es quand même fort actif sur Twitch entre autres. Ouais. En fait, si tu veux, dans le métier que j'exerce, en fait, c'est soit tu peux y passer 70 heures par semaine, très clairement, ou tu peux y passer moins de temps et faire d'autres activités à côté. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis sur Sorare, j'aime bien aussi un petit peu me diversifier, tu vois. Et là, pour le coup, depuis que je me suis lancé sur Twitch et que finalement ça fonctionne, quoi, il y a une vraie communauté qui s'est créée, etc. Pour le coup, j'y passe de plus en plus de temps. Et de toute façon, Twitch, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il faut vachement de régularité pour réussir à fédérer une communauté. Et puis parce que si tu fais que un live tous les 15 jours grosso modo, ça va être un petit peu compliqué pour avoir une vraie communauté après qui te suit, quoi. Ouais, un peu comme moi avec mon podcast que je fais toutes les 2 semaines, quoi. Exactement. Mais de toute façon, c'est la clé. On va en parler de la régularité, je pense, quand on va aborder certains sujets, mais c'est la clé de toute communication, de toute réussite professionnelle ou, enfin voilà, moi c'est vraiment un des maîtres mots chez moi, la régularité. Voilà, si tu es régulier dans ce que tu fais, normalement tu mets quand même beaucoup de billes de ton côté pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, j'ai pas invité ton compère MLS 8 de pique. Ouais. Que je sais pas si t'avais raconté, mais on avait été manger au resto lors d'une rencontre entre managers belges. J'ai vu la photo. On avait mangé voilà. Et il a fallu du temps parce que je lui ai dit tiens, est-ce que tu peux contacter Bencode s'il serait intéressé, puis voilà. Je suis content maintenant de t'avoir en ligne. Alors, ton aventure Sorare, comment est-ce qu'elle a commencé? Comment est-ce que tu as connu ce jeu? Alors, j'ai connu Sorare, moi, courant février 2021. Tu m'excuseras au niveau des dates et tout, des fois je m'y perds un petit peu, je suis vraiment pas bon au niveau de la mémoire à ce niveau-là, mais je crois que c'est ça. En fait, c'est à l'époque où... Tu t'es inscrit le 15 mars.
Tu t'es inscrit le 15 mars Ouais, 2021. voilà, je me suis inscrit Exactement. le 15 mars, mais j'ai connu le jeu avant. Et en fait, donc j'ai connu le jeu sur un article d'un site crypto, parce que moi j'étais un petit peu dans le domaine de la crypto et tout, et j'ai vu qu'une carte NFT de Cristiano Ronaldo s'était vendue. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est aux alentours des 280 000 euros, quelque chose comme ça. Et je me suis dit tiens, c'est quoi ça? Ça parle de foot, c'est des NFT. Bon bah je vais me renseigner. Et bah comme tu peux le voir, finalement j'ai quand même pris le temps de me renseigner, de regarder des vidéos YouTube, même s'il y avait beaucoup moins de contenu il y a un an et quelques en arrière. Voilà, d'aller voir un peu la commu sur Twitter, etc. Et au final, bah le mi-mars, je me suis lancé. Mi-mars, je me suis lancé et je me suis dit bon bah allez, je pense que t'es prêt, et en avant, on y va. Et bon, tes passions. Tu parlais, tu étais un peu dans la crypto pour terminer ta présentation. Quelles sont tes passions dans la vie? Alors, le sport en général. Vraiment, dès qu'il y a un truc à la télé où il y a du sport, généralement, je vais regarder si je peux. Après, au niveau des sports, il y en a vraiment un qui est au-dessus des autres pour moi, c'est le hockey sur glace. Surtout qu'à Grenoble, là, je vais faire un petit peu de promotion, mais on a les brûleurs de loups qui sont très forts en France. Voilà, donc du coup, je vais régulièrement à la patinoire voir les matchs et tout ça. Puis après, même la NHL aux États-Unis. Enfin bref, j'aime beaucoup ce sport-là. Et puis après vient le foot, bien évidemment. Et même si j'avais perdu un petit peu l'attrait au niveau du foot, parce que tu sais, moi en fait, j'aime bien les sports dynamiques. Le hockey sur glace, c'est ultra dynamique. Et le foot, je trouvais que ce qu'on pouvait voir à la télé, hormis les matchs de Ligue des Champions et tout ce qui était Ligue 1 et tout, enfin voilà, quoi, voir des équipes défendre pendant 90 minutes, ça m'enquiquinait un petit peu et ça me faisait pas rester sur le canapé. Donc du coup, honnêtement, mon amour du foot a grandi grâce à ma découverte de la MLS, qui est vraiment un foot ultra dynamique. Et tu es pratiquant? Tu es sportif toi-même, ou bien c'est uniquement alors j'ai spectateur? été on va dire un très bon sportif. Jusqu'à 15 ans, j'ai joué au GF38, etc. Enfin voilà. Là, honnêtement, ça fait plus de 3 ans que j'ai vraiment arrêté le sport et c'est pas bien. Il va falloir que je m'y remette. Bon bah écoute, voilà, tu peux t'inscrire ou créer un five comme c'est à la mode dans la communauté Sora pour le moment sur Grenoble. Peut-être que ça existe déjà d'ailleurs, j'en sais rien du tout. Eh ben écoute, ça tombe bien que t'en parles parce que justement le Five des Alpes, on l'a appelé le Five des Alpes, donc ça va regrouper les Grenoblois et les gars de la Savoie. On fait le premier Five lundi prochain. Ok, et t'es dedans? T'es partant? Ouais, je suis dedans. Alors après, je vais essayer de gratter la place au cage dans un premier temps. Ouais. Je vais essayer d'aller un petit peu au cage. Mais les gars, ils vont être un peu fatigués, tu vois. Donc à un moment donné, il va falloir que j'aille sur le terrain quand même courir un peu. Et joueur de poker? Oui, c'est ça. L'autre grosse passion de mon côté, c'est le poker. Je pratique ça depuis plus de 10 ans maintenant. Alors ça n'a jamais été ma profession en tant que telle. Hein. Voilà, j'ai toujours eu un travail à côté. Mon travail m'a toujours, ça a toujours été le travail avant tout. Mais par contre, voilà, c'est une passion que je cultive depuis 10 ans et voilà, j'aime bien tenir les cartes, quoi, clairement. Et il y a pas mal de joueurs Sora qui sont joueurs de poker. Est-ce que tu les connais? Enfin, est-ce que vous avez alors j'en connais certains. Il y en a. En fait, ce qui est drôle, là, je vais te raconter une petite anecdote si on a 2 minutes. Mais en gros, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un joueur de poker en particulier dans mon apprentissage du jeu qui m'a fait vraiment évoluer. C'est-à-dire qu'en regardant ses vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte en fait que j'étais nul. Tu vois le truc, c'est que c'est ce qu'on appelle le momentum au poker, c'est qu'en fait à un moment donné, il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait que tu apprends un truc au fait que tu jamais t'y avais pensé et tu te dis ah ouais d'accord, là je viens de passer un cap. Et ce gars-là, c'est drôle parce que sur un des lives que j'ai fait, un live multiplex, il s'est pointé et en fait et au niveau de son pseudo, en fait, si tu veux, ça me parlait et je lui ai demandé en direct si c'était lui et il m'a confirmé que c'était bien lui. Tu vois, donc la boucle, elle était un peu bouclée pour le coup, c'était sympa. Et tu sais dire qui c'est? Tu peux dire qui c'est ou non? Ouais, c'est Actarus, Acta sur Twitter. Ah oui, voilà. Le fameux Acta, voilà. Il est le fameux il est rennais, lui, hein, c'est ça. Voilà. Les joueurs de poker généralement, voilà, il y en a beaucoup sur Sorare, mais c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'on va vraiment retrouver des similitudes. En fait, si tu veux, entre Sorare et le poker, il y a quand même pas mal de similitudes. On parle pas du même jeu, mais tu vas avoir beaucoup de similitudes et donc c'est pour ça que je pense que ça plaît aussi aux joueurs de poker qui sont aussi majoritairement dans tout ce qui va être crypto également aussi, tu vois. Eh ben vas-y, développe un peu. Quelles sont les similitudes que tu retrouves? La variance déjà, ça c'est la première similitude. Voilà, nous quand tu vas jouer au poker, il va falloir que tu fasses un maximum de parties pour lisser cette variance, lisser
c'est la fois où tu vas perdre ton 80-20, etc., etc., etc. Là, sur Sorare, clairement, la variance, on en a. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, en fait. Il y a plein de critères qu'on va pouvoir contrôler, les cartes qu'on va acheter, la façon de faire nos équipes, le risque qu'on va prendre par rapport à un joueur, si en particulier il va jouer ou pas. Mais après, il y a plein de variables qu'on contrôle pas, quoi. Le gars, s'il attrape le Covid entre-temps et qu'on le sait pas, on le sait pas. Et ça fait partie de la variance. Et en fait, ça, c'est pour moi un des principes du poker. Clairement, le poker, c'est que tu comprends que il y a de la variance et qu'il faut que tu fasses le maximum de parties pour lisser cette variance-là. T'as déjà fait un grand pas, en fait. Tu as déjà, je sais pas si tu as écouté le podcast ou bien tu suis Banzai, qui était un de mes invités, oui. qui est joueur pro, je pense, de poker. Et si je me rappelle bien, il avait Banzai, parlé de cette Banzai, variance. oui, je le suis. Il a des résultats incroyables. Il fait partie des plus grosses galeries sur Sorare. Enfin, il joue les divisions. Tous les gars, un petit peu comme Banzai, etc. Bien sûr qu'on les suit parce que finalement, c'est des gars qui ont des galeries qui font rêver, tu vois. Et puis tu te dis que c'est incroyable le parcours qu'ils ont eu, quoi. Ils sont rentrés peut-être un an, voire un peu plus avant nous. Enfin, avant moi en tout cas. Mais ces gens-là aujourd'hui, ils trustent les podiums en D1, etc. C'est bien. Et puis ils ont une communication sur Twitter qui est intéressante aussi. Tout à fait. Mais ce qui me faisait penser, c'était parce qu'il avait parlé. Enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'il m'avait dit lors de l'enregistrement du podcast, mais il voyait aussi pas mal de similitudes. Ça, je me rappelle bien en tout cas entre Sorare et le poker. Donc c'est pour ça que je te posais la question pour voir si tu allais dans le même sens que lui, ce qui est le cas. Bien sûr. Et ton aventure donc Sorare. Avant de présenter très très brièvement ta galerie, est-ce que tu étais familier aux jeux de fantasy football ou sport en général, parce que je sais que ça existe également dans au hockey sur glace, en NHL en tout cas, ou bien pas du tout? Alors non, pas du tout, Mehdi. Franchement, j'étais pas du tout. Le seul jeu auquel je jouais, c'était MPG, parce que mon frère, il avait un groupe d'amis qui aimait bien se lancer des défis sur la saison sur MPG. Donc de temps en temps, j'allais avec eux dans leur groupe pour jouer, mais honnêtement, très rapidement, je m'en lassais un peu, même si je voyais un petit peu qu'on pouvait faire plein de trucs, mais je me lassais assez rapidement. Et non, je suis pas du tout de l'univers Panini, je suis pas du tout de l'univers fantasy, les jeux de fantasy et tout. Je suis pas du tout de cet univers-là, vraiment, pour le coup. Mais bon, tu connaissais quand même MPG, et il y en a beaucoup aussi qui sont dans Sorare et qui viennent de MPG. Bien sûr. Le fameux déglingo MPG que je salue. Exactement, je le salue aussi et franchement depuis qu'il est passé dans ton émission, même avant il faisait déjà des gros résultats, mais là c'est incroyable tout ce qu'il fait, franchement. À chaque fois, il a mangé l'Asie. Il a mangé l'Asie pendant toute la trêve européenne. Ah, ça c'est exceptionnel. Il est beaucoup trop fort. Quand tu parles de momentum, là c'est plus qu'un momentum, quoi. Il était en freeride. Ouais, clairement. Bravo à lui. Je pense qu'aussi bien toi que moi on est content pour lui et c'est cool de vivre ces moments-là où en fait tu surfes sur la vague et bon t'as l'impression que tu mets les joueurs, tu mets les équipes et en avant. Donc ça c'est vraiment une sensation qui doit être super à vivre. J'ai hâte d'y arriver un jour. Manager on fire. C'est ça, exactement. Alors, Stéphane, tu t'es inscrit, donc comme j'avais dit tout à l'heure, le 15 mars 2021. Alors, aujourd'hui, tu as gagné 54 rewards jusqu'à présent. Tu as 37 limited, 43 rares, oui, super rares. Je sais pas si je dois préciser que tu as majoritairement des cartes MLS. Et ton roster vaut aujourd'hui un peu plus de 12 Ethers, soit plus ou moins 20 000 $. Comment est-ce que tu as commencé justement dans Sorare? Tu avais dit, tu as pris quand même un peu de temps avant de t'inscrire officiellement, parce que tu avais pris connaissance en février. Comment est-ce que tu as commencé ton aventure dans le jeu? En fait, moi, Sorare, donc comme je t'ai dit, j'ai pris mon temps pour avant d'y rentrer. Je voulais m'assurer un petit peu du projet, me renseigner par rapport à ça. Et ensuite, c'est vrai que j'avais un petit peu de TH de côté et j'ai décidé de rentrer. Alors moi, j'ai pas peur de parler chiffres. Je sais pas si on peut ou on peut pas, mais bon, voilà. Chez moi, tout est transparent. Voilà. Donc je suis rentré en gros avec 4.5 ETH au départ et je me suis constitué. Donc en fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que les cartes les moins chères en rare, parce qu'il y avait
pas de limited à l'époque, il y avait que de la rare. Donc les cartes les moins chères étaient les cartes MLS et Asie en fait. Donc pourtant on était en plein pump des cartes justement MLS et Asie à ce moment-là, mais malgré tout les bonnes cartes étaient moins chères que les cartes européennes. Et donc par rapport aux recherches que j'ai fait, je me suis aperçu quand même qu'on arrivait à avoir des infos en MLS, tu vois, alors qu'en Asie c'était quand même déjà beaucoup plus difficile d'avoir des informations. Et je me suis dit bon bah banco, on va pour faire une All-Star rare en MLS, une America et puis une U23 aussi à l'époque. Je sais que j'étais parti sur des joueurs plus jeunes en ayant l'espoir qu'avec les jeunes américains je puisse gagner des jeunes européens, on va dire. Mais voilà comment j'ai démarré. Et puis après en final ce qui s'est passé c'est que à peu près un mois et demi après mon arrivée, il y a vraiment eu un énorme dump des cartes MLS. Et là, quand tu arrives dans le projet, tu commences à te poser des questions en fait. Donc c'est pour ça que par exemple, je pense qu'on y viendra plus tard, mais globalement, quand les jeunes là qui arrivent, enfin les gens qui arrivent et qui voient leur galerie baisser et tout ça, je peux comprendre leur inquiétude parce que cette inquiétude-là, je l'ai vécue aussi en fait, si tu veux. Et ta stratégie au début, quelle était? Donc tu as dit ok, j'ai été plus vers là, mais est-ce que tu avais un objectif déjà en te lançant? Donc tu as investi 4,5 Ether, tu t'es rendu compte que les cartes Asia et America étaient moins chères que les cartes européennes, mais est-ce que tu avais un objectif quand tu as posé ces 4,5 Ether? Alors, j'avais un objectif de effectivement faire grossir mon capital en Ethereum principalement, parce que comme je viens du milieu de la crypto, voilà, je me suis dit si je dépose 4.5 et puis que je fais ce qui doit être fait et que j'arrive à faire x2, x3, enfin bref, ça peut être que cool. Et puis aussi globalement dans le jeu en lui-même, mon objectif c'était vraiment de utiliser des cartes de championnat dits exotiques pour aller gagner des cartes, on va dire européennes. Et ça pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné sur la saison parce que j'avais que des cartes rares et j'ai quand même fait des places plutôt sympas. Alors oui, je faisais pas des places, on va dire régulièrement, mais quand je faisais une place, en général, c'était plutôt cool. Tu t'es lancé dans Division America et la All-Star. Ouais, c'est ça. Quelles sont les divisions auxquelles tu participais Alors, au début, c'était U23, All-Star et America. Et ensuite, rapidement, la U23, j'ai vu que j'avais pas de résultats. Donc, j'ai remodifié un petit peu ma stratégie. J'ai revendu des cartes, je suis allé chercher d'autres cartes pour pouvoir jouer All-Star, All-Star Pro, qui était à l'époque la compétition la division la plus rentable. Et je pense que ça l'est toujours encore actuellement, même si ça devient de plus en plus dur d'aller taper haut, en fait, on va dire, en termes de reward. Et la America toujours. Et donc, tes résultats? Comment est-ce que tu trouves, t'as évolué donc ta stratégie assez rapidement, donc en laissant tomber, t'as eu 23 et voilà. Si tu devais faire le constat aujourd'hui de ton aventure, comment est-ce que tu la qualifierais? Si je dois faire je m'estime pas être un des top sharks, tu vois, en termes de manager, etc. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment au-dessus, qui ont le bon feeling, la bonne sensation, etc. Moi, je suis pas dans cette case-là. Pour faire un petit feedback, en gros, je me suis peut-être pas rendu compte de l'année dernière, en fait, mais l'année dernière, j'ai quand même j'ai bien run, en fait. J'ai plutôt bien run parce que j'ai quand même fait des places en All-Star Rare Pro avec que des cartes rares, etc. Ma deuxième partie de stratégie, une fois que la saison a été terminée, ça a été justement de me dire, attends, t'as réussi à faire des troisième places, des 10e places, etc. en All-Star Pro sans SR. Aujourd'hui, moi, je me suis dit, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu des cartes qui avaient de la valeur dans ma galerie, notamment des cartes européennes, des gardiens, etc., pour aller chercher des SR. Et là, la deuxième partie de ma stratégie, alors c'est pas exclusivement que de ma faute, si tu veux, parce que à un moment donné, il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on va pas contrôler, des transferts, des joueurs qui se blessent toute la saison, etc., etc. Mais cette deuxième partie, on va dire entre guillemets, mon arrivée sur le marché des SR, finalement, c'est pas très très bien déroulé, très franchement. Et pourtant, les joueurs, je les ai vus jouer, je crois en eux, je sais que c'est des bons joueurs de foot, etc., etc. Mais pour le moment, en l'occurrence, j'ai pas eu de retour sur investissement avec ces joueurs-là, très clairement. Et pourtant, quand je regarde TSR, moi, je participe pas à l'Asie ni à l'Amérique, mais je vois, quand même, t'as Jack Price, qui est quand même, l'année passée, c'était un des gros joueurs, en gros milieu,
America. Eduardo aussi, très gros défenseur, mais je pense qu'il avait changé de club pendant l'intersaison, mais c'était un super défenseur. Et Daniel Saloy, c'était la super attaque c'était qui, avec Johnny Russell, c'est ça? Ouais, avec Johnny Russell. Et là, cette année, Kansas City, ils sont un petit peu dans la panade, même si ça va mieux depuis quelques matchs, depuis qu'ils ont fait des transferts. Mais tu vois, typiquement, c'est ce que tu dis. Tu vois, l'an dernier, ils étaient très très bons. C'est Jack Price, Eduardo, Saloy, etc. Bon, finalement, Saloy, la saison de son équipe est plus compliquée. Jack Price a pas arrêté de se blesser tout au long de la saison. Eduardo, il est allé Yokohama Marinos, donc techniquement, tu te dis super. Il arrive dans une des meilleures équipes japonaises, mais au final, il y a du turnover sans cesse. Donc en fait, voilà, là, tu vois, tout ça, tu peux pas le contrôler finalement. Donc malgré tout, je me dis bon voilà, ces cartes-là, je les garde et on verra. Peut-être que c'est une année sans et que la saison prochaine, ça ira. Enfin voilà, je connais les joueurs, je connais la valeur de ces joueurs, donc je pars du principe que ça peut pas durer éternellement comme ça pendant 2-3 saisons en fait. Ouais, c'est un petit frein. Et on va aborder évidemment ton sujet de prédilection qui est la MLS tout à l'heure. Mais comment est-ce que tu peux expliquer de telles variations au niveau de la qualité des équipes MLS? Alors, quand je compare avec la saison passée et même la saison d'avant, enfin, il y a 2 ans, je crois que Zelarayan et c'était Columbus qui avait gagné le championnat. Et puis l'année suivante, c'était galère. Il y a quand même pas mal de grosses variations d'une saison à l'autre. Clairement. Et en fait, ça, Mehdi, ça s'explique par rapport au fait que, en gros, je vais grossir un peu le trait, mais chaque début de saison, en fait, si tu veux, c'est comme si tu retrouvais une équité dans toutes les équipes. En fait, en MLS, t'as déjà un salary cap. Donc ça, c'est clair qu'ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc techniquement parlant, ils vont être, toutes les équipes sont bloquées par rapport au salary cap pour garder une certaine équité. Alors oui, après, il y a les postes de DP. Donc les contrats où, entre guillemets, ils peuvent vraiment, ils ont 3 postes, généralement par franchise, de DP. Donc en gros, ils peuvent se permettre d'aller chercher 3 joueurs, on va dire, hors salary cap. C'est pour ça que tu arrives à avoir des insignés, que tu arrives à avoir un petit peu des joueurs comme ça. Mais techniquement, en fait, sur une intersaison, une équipe qui tourne pas bien peut aller chercher 3 gros DP et puis aller chercher des jeunes qui sont en train de sortir et qui vont payer au niveau du salaire pas très cher et devenir une équipe limite injouable en MLS, tu vois. Et à contrario, il suffit que finalement tu perds un de tes DP, tu perds aussi un autre joueur qui a été repéré par un grand d'Europe ou une équipe d'Europe, etc. Là, on va le voir d'ailleurs avec New York City très clairement. Enfin, Castellanos qui part et bizarrement les 4 ou 5 matchs qui suivent, New York City n'arrive plus à gagner un match, tu vois. Donc le niveau est quand même assez homogène et il suffit d'un joueur qui part ou d'un joueur qui arrive pour tout faire changer la donne. Kansas City, techniquement, ils ont fait venir Eric Tommy là qui venait de Bundesliga. Ils ont fait rentrer un attaquant qui s'appelle Agada. Depuis que ces 2 joueurs-là sont là, je crois qu'ils sont invaincus, il me semble, sur 3 matchs, alors qu'ils perdaient tous les matchs auparavant. Alors pour ceux qui ne savent pas, DP, c'est Designated Player, donc Designated Player, donc c'est quoi? Ce sont des joueurs qui sont protégés, c'est ça? Non, en fait, c'est des contrats particuliers où en gros, t'as pas spécialement de restrictions, quoi. T'as pas de salary cap qui s'impose, quoi. Voilà, il y a pas de salary cap qui s'impose. Tu peux faire venir Insigne pour X millions par an. Tu peux faire venir Bernardeschi, etc. Enfin voilà. Mais par contre, ils sont limités. Ça va. Généralement, c'est 3 postes de DP, sauf si une franchise vend un poste de DP à une autre équipe contre un joueur, etc. C'est très compliqué en fait la MLS à ce niveau-là, au niveau des transferts, parce que il y a vraiment des particularités qu'on voit pas en Europe. En fait. Alors on va continuer juste après sur la MLS, mais pour terminer ton parcours, alors tes objectifs actuels et futurs dans l'écosystème Sora, en tant que manager et en tant que streamer. Ouais, alors, mais tu veux dire mes objectifs globalement, Sorar, stream et tout ça, ou juste Sorar? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Globalement, sur Sorar, un de mes objectifs que je me suis fixé, c'était quand même de faire un peu plus d'AR, donc de me mettre un peu plus quand même sur Sorar Data, d'aller faire un peu plus de tout simplement avoir une partie de mon budget qui serve à l'AR. Après, très franchement, là aujourd'hui, je suis plus dans une phase d'attente en ce qui concerne le SO5, de voir un petit peu, de voir comment je termine la saison et puis pourquoi pas peut-être que pendant la trêve j'aurai le temps
réfléchir à ma stratégie et de faire des modifications à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que sur Sorare, j'aimerais faire un peu plus d'AR parce que je pense que l'AR, peut être très utile sur Sorare, très clairement. On l'a vu avec ton invité dernièrement, Charcot. Ah oui, Charcot, un gros big up à lui aussi. C'est incroyable ce qu'il a fait. Donc voilà. Après, et c'est de l'AR spécifique sur America, la MLS ou bien non, pas nécessairement. Alors, pas nécessairement, même si t'es toujours plus à l'aise quand tu connais vraiment le championnat et les joueurs. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Moi, quand je vais faire l'achat d'une carte américaine, je vais être à l'aise parce que le joueur, je le connais, je connais ses qualités, je connais ses défauts, je sais à quel prix il peut monter, si on est vraiment en phase de pump, etc., etc. Après, le peu de fois où j'ai fait de l'AR, on va dire de façon intensive, je suis quand même allé sur des cartes limited européennes, etc. Là, à la base, en fait, les cartes limited que tu vois dans ma galerie, à la base, c'était pour faire de l'AR, en fait. C'était pour les vendre avant le début du championnat européen. Je les ai pas vendus parce qu'en fait, j'ai estimé que le pump n'avait pas été si important que ça et j'ai préféré garder les cartes. T'en as vraiment des très belles, hein, en limited. Ouais, voilà, le but c'était de Lewandowski, Marquinhos, Müller, Chala, il y a du lourd. Blind. Le but c'était de prendre les GOAT en fait, en me disant de toute façon ces joueurs-là, ils ont de la qualité, ils sont bons, tout le monde les connaît. Et si vraiment il y avait une plus-value à se faire en ETH, on pouvait la faire sans problème, mais en euros par contre c'était déjà un poil différent. Et du coup j'ai décidé de les garder pour le moment. Mais en gros les cartes limitées que j'ai, si je sais pas moi, si dans 3 semaines le marché s'emballe un petit peu, elles seront vendues pour justement refaire après refaire un peu d'air quoi, tout simplement. Ensuite en ce qui concerne Twitch, moi de toute façon c'est comme mon objectif c'est continuer à développer cette communauté de ricains qui est complètement folle et qui me ressemble franchement, parce que moi je suis un petit peu foufou. Je sais pas si tu as l'occasion de passer sur mes lives, mais voilà, non, mais je t'avoue que j'ai pas beaucoup le temps, mais j'ai fait une exception pour préparer l'émission. J'ai regardé ton stream d'avant-hier, je pense, d'hier ou d'avant-hier. Ouais. Avec il y avait Astro, il y avait Podernos, il y avait Will Smith en Sorare. Podernos et Will Smith, exactement. Et donc j'ai pas tout suivi, donc je l'ai regardé en différé, mais il faisait quand même plus de 3 heures. Mais j'ai bien senti l'ambiance. Voilà, t'es quelqu'un de très bonne humeur. C'est assez fou comme truc, et finalement on passe un bon moment. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Mais vas-y, je te laisse c'est continuer. gentil, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, et c'est vraiment c'est vraiment ce que je veux faire en fait. Je veux que les gens ils viennent et qu'ils passent un bon moment. C'est pas avec ma galerie que je vais les faire rêver en fait. Moi c'est juste par rapport au fait que voilà, ils voient un mec qui a du dynamisme, on rigole. Alors des fois c'est très sérieux, le jeudi avec mon compère, tout ça sera tout à l'heure, d'ici quelques heures on va le refaire avec mon compère, le 8 de pique. Voilà, c'est très sérieux. Alors oui, on rigole aussi, mais voilà, on fait du vrai boulot. Enfin, surtout lui, pour le coup, très franchement. Moi je suis là que pour animer, mais voilà. Donc moi, un de mes objectifs, c'est vraiment de continuer à développer cette communauté. Je voulais faire quand même un énorme coup de chapeau à ce que fait 8 de pique. Franchement, c'est incroyable. Le travail qu'il fournit, moi je sais parce que j'ai souvent sur le Discord en MP et tout. Je pense qu'il y a personne qui serait capable de faire ce qu'il fait en termes de boulot pur et dur. Et puis après, sinon voilà, moi le but c'est de démocratiser au maximum la MLS. Les gens qui ont envie de regarder les matchs, qui ont envie de se faire plaisir avec des buts, avec des matchs, des fois t'as 3-3 à la mi-temps. Alors oui, bien sûr, t'as toujours les matchs où il va y avoir 0-0, il va rien se passer. Mais globalement, t'as des buts, il y a de l'ambiance, ça va d'un côté de l'autre. Enfin, j'essaye de commenter les matchs parfois, tu vois, mais j'y arrive même pas. Pas possible parce que un coup t'es à la surface de réparation de telle équipe, et puis 5 secondes après t'es de l'autre côté, quoi, en fait, tu vois. Et c'est impossible à commenter. Donc on fait les multiplex, et finalement les multiplex le samedi soir, c'est plus finalement un partage entre les copains. Oh tiens, il a marqué un but, c'est cool pour toi et tout. Mais on peut pas commenter, c'est impossible, c'est trop rapide comme jeu. Et puis quoi, tu te lèves la nuit après, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, je te laisse terminer, je te poserai une autre question. Vas-y. Ouais, et après voilà, j'ai aussi un petit peu des objectifs, on va dire un peu plus. J'aimerais bien faire une chaîne YouTube et proposer un petit peu du contenu différent, parce que ce qui se fait actuellement, c'est déjà très bien fait par ceux qui le font. Donc ça, pourquoi pas. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir à ça malgré tout. Et puis après, des objectifs un peu plus perso. Il y en a 2, me remettre au sport. Clairement, ça fait partie d'un des objectifs de cette année. Et puis surtout, apprendre à être
très à l'aise en anglais. Je le comprends très bien. Lorsque je lis un article en anglais, je vais comprendre aussi, mais j'aurais envie d'être un peu plus à l'aise à l'anglais pour qu'on arrête de se moquer de moi sur mes lives quand je prends l'accent anglais. Oui, j'ai cru voir ça dans les commentaires sur Twitter. On te charrie un peu avec ton anglais. Ouais, parce qu'en plus, si tu maîtrises bien l'anglais et puis avec un accent américain, tu pourrais peut-être les contacter, histoire de sponsoriser, parce que bon, tu fais quand même la promotion de la MLS dans le monde francophone, c'est pas rien quand même. Hein. Bah ouais, alors après, je sais pas si ça serait utile par rapport à ça, mais en tout cas, ne serait-ce que même pour toi, personnellement, tu sais, le fait d'être à l'aise en anglais, d'aller dans des différents pays, parce que je dis différents pays et pouvoir gérer. Mais après, oui, même professionnellement parlant, ou même par rapport à Twitch, par rapport à Sorare, par rapport à la MLS. Enfin, il y a un tas. En fait, je pense que quand tu es vraiment à l'aise en anglais, t'as un tas de possibilités qui s'ouvrent à toi, et qu'au final, bah, quand tu l'es pas, t'es rapidement bloqué. Bah, lui, ouais, il est bien sympa, il est bien cool, mais il parle pas, il est pas fluent in English, comme on dit, et donc du coup, t'es bloqué, quoi, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un de mes combats de cette année, tu vois. Ouais, surtout si tu as envie de partir là-bas. T'es déjà parti aux États-unis? Aux États-Unis? Ouais, j'y suis allé plusieurs fois, mais quasiment à chaque fois, je suis allé en Floride, et je sais pas. Où ça en Floride? Où ça? Orlando, Miami? Ouais, Orlando. Alors j'ai fait Orlando, j'ai fait Miami, j'ai fait Tampa Bay principalement. Après, la Floride, en fait, je la connais assez bien. Mais là, tu vois, j'aimerais bien découvrir d'autres endroits aux États-Unis. En tout cas, en Floride, les gens sont vraiment super sympas. C'est les gens se disent bonjour, il y a du sourire. Enfin, moi, j'ai été vachement surpris. Je partais vraiment avec un a priori la première fois où je suis aux États-Unis, en mode l'a priori que tout le monde a un petit peu, ils sont pas sympas et tout ça. En fait, au final, c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment adoré les gens que j'ai rencontrés là-bas. Ouais, en fait, tout dépend où tu vas. Je connais aussi assez bien la Floride. Je crois que j'ai été 6 ou 7 fois. Mais je vais à nouveau le redire, mais comme j'étais fan d'Orlando Magic, j'ai été voir quand même beaucoup de matchs à Orlando. Mais t'es allé plusieurs fois à Orlando et tout, incroyable. Cool. Ouais. Ça fait quand même là quelques années, mais je connaissais quasiment la ville par cœur, et j'ai fait toute la Floride. Donc je confirme ce que tu dis, mais après tout dépend où on débarque aussi. Mais t'as jamais été voir de match MLS? Non, j'ai jamais été voir. En fait, si tu veux, moi la MLS, en réalité, moi je l'ai connu grâce à Sorare, hein. Parce que avant, vu que tu suis un peu le foot, tu sais qu'il y a un championnat aux États-Unis, tu sais que, je sais pas, Ibrahimovic a joué à Los Angeles Galaxy, que Kaka il a joué à Orlando et tout ça, mais j'ai jamais suivi, tu vois, à regarder tout un samedi soir, toute une nuit, en fait, des matchs MLS. Moi, je l'ai vraiment fait par rapport à Sorare, et c'est en découvrant ce championnat que je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'aime, en fait. C'est du jeu rapide, c'est des buts, c'est des défenses en carton, c'est des gardiens qui font des boulettes. Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu vois pas, que tu vois de moins en moins en Europe dans les championnats. Voilà. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, ça c'est un foot que j'aime. Donc, alors après, oui, il y a des équipes, je sais que je vais pas regarder les matchs parce que ils ont un style de jeu plus européen et ça va pas m'intéresser, et je m'en cache pas. Je le dis à mes viewers que voilà, ce match-là, je vais pas le regarder parce que telle équipe, ça m'intéresse pas et tout. Mais par contre, t'as quand même sur les 14 journées, les 14 matchs d'une journée, t'as quand même une bonne dizaine de matchs où tu sais qu'il y a moyen de s'éclater un peu, quoi, tu vois. Bah, c'est une magnifique transition pour attaquer ton sujet de prédilection, donc la MLS. Alors, quand tu t'es inscrit sur Sorare, donc t'avais dit, je me suis plus dirigé vers les cartes Asia et America. À quel moment il y a eu ce petit déclic qui t'a vraiment poussé à dire, en tant que manager, j'ai envie de me spécialiser dans la MLS? Moi, vraiment, le déclic, il a été assez rapide. En fait, vu que j'avais un budget restreint et que je voulais faire quand même plusieurs équipes, parce que j'avais quand même compris assez rapidement que ce n'est pas en faisant qu'une seule équipe que j'allais réussir, entre guillemets, à gagner des cartes et tout. Puis t'es plein de rêves, hein, quand t'arrives dans un jeu ou quoi. Tu te dis, voilà, je vais faire ça. Tu vois toujours, enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je vois toujours que le truc positif, et des fois, je le vois même trop positif, tu vois, en mode, mais ces joueurs-là, c'est sûr, ils vont me faire 60 tout le temps et tout. Alors, c'est absolument pas vrai, au final. Et en fait, donc, assez rapidement, je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est soit MLS, soit Asie. Et en faisant des recherches Twitter, sur YouTube et tout, en fait, j'ai arrivé à avoir des infos que sur la MLS à l'époque. Et donc, mais c'était pas fou non plus, hein. Faut dire ce qui est. Il y avait un manager américain qui faisait quelques vidéos sur YouTube, 2-3 comptes sur Twitter qui partageaient un peu les infos, mais franchement, ça n'a rien à voir à comparer d'aujourd'hui, vraiment. Et donc, du coup,
je me suis dit, allez, je me lance. Et par contre, ce qui a été sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait cet investissement-là, où j'ai acheté les Zimmerman, les Johnny Russell, etc., les gars, j'ai regardé leur match, en fait, si tu veux, tu vois. J'ai vraiment fait en sorte de regarder les matchs et de me dire, ok, j'ai sa carte, je vais regarder comment il joue, je vais regarder son équipe. Et après, au fur et à mesure du temps, ça m'a plu et je me suis vraiment, j'ai acheté, moi, quasiment que des cartes MLS au début. Et comment est-ce que tu arrives à t'organiser dans ta vie perso et professionnelle quand tu regardes des matchs à des heures impossibles? Alors, quand je peux vraiment pas regarder les matchs, je les regarde pas. Par exemple, je pars en vacances, si je suis occupé à faire autre chose, je suis occupé à faire autre chose. Maintenant, on a quand même la chance que la plupart des GW, des matchs se déroulent le week-end. Donc, c'est vrai que le dimanche matin, généralement, chez moi, c'est grasse matinée, tu vois. C'est grasse matinée, puis après, c'est le repas chez la maman, tranquillement. Voilà, il y a pas tout ça. Puis après, j'ai aussi quand même la chance d'être dans la vie, d'être accompagné d'une personne qui quand même me suit un petit peu dans tous mes délires que je fais depuis qu'on est ensemble. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est super important parce que, tu vois, faire un live de 23h du soir le samedi à 4h, 4h30, voire 5h du matin, et qu'au final, quand tu te réveilles le matin, t'as pas quelqu'un qui te fait la gueule, c'est quand même quelque chose de super important. Ça te permet de toi pouvoir évoluer, en fait, tu vois. Tout à fait. Et c'est à quel moment que tu t'es dit j'ai envie de streamer? Alors, justement, vu qu'il n'y avait pas autant de contenu sur Twitter et tout ça, il y a commencé à avoir des streamers dans des streamers FR et je regardais beaucoup leur contenu. Donc, je regardais beaucoup leur contenu. Je trouvais ça super intéressant ce qu'ils faisaient et tout. Et je trouvais ça cool, en fait. Je trouvais ça, tu vois, je regardais The Noob, par exemple, et je voyais The Noob qui se tapait des barres de rire avec sa communauté et tout. Je me suis dit, purée, mais il a de la chance, en fait. Je me suis dit, mais il a de la chance. Il est en train de live et il s'amuse avec sa communauté et tout ça. Et moi, je me suis dit, ok, bon, si moi je me lance là-dedans, qu'est-ce que je fais? Parce que c'était pas avec ma galerie que j'allais faire rêver qui que ce soit. Tu vois, contenu galerie chez moi, ça sert à rien. Enfin voilà, je vais pas faire il y aura pas beaucoup de monde qui va venir me voir. Par contre, je me suis dit, voilà, t'as des connaissances en MLS, tu as suivi une saison complète, tu connais les équipes par cœur, tu connais les joueurs par cœur entre guillemets, mais tu les connais très très bien. Pourquoi pas partager ça, en fait? J'aurais très bien pu garder ça pour moi. Me dire, j'ai cette avance là sur les autres, je regarde tous les matchs, je suis au courant des bons comptes Twitter et tout. Mais en fait, non, j'ai voulu le partager et je me suis dit, tiens, vas-y, lance-toi, fais-le, même si j'ai eu des barrières parce qu'en fait, moi, au niveau informatique, c'est pas ça, si tu veux. Malgré, t'as pu voir des trucs que t'as pas vu sur d'autres streams, des éclairs qui apparaissent par-ci, par-là, mais en fait, ça, pour que j'en arrive à ce stade-là, il m'a fallu beaucoup d'heures de tuto, tu vois. J'ai passé énormément de temps sur YouTube pour pouvoir réussir à faire ça. Mais en vrai, voilà, moi, dès le départ, j'ai eu des barrières, comment créer sa chaîne, bref, tout ce qui est ordinateur et tout, c'est très très compliqué pour moi. Mais finalement, on apprend. C'est comme tout, si on a vraiment envie, on y arrive. Et après, j'ai vu que ça a matché assez rapidement. Et quand ça matche rapidement, finalement, t'as plus le temps de te poser la question de savoir si t'as envie de continuer ou pas. Tu kiffes juste le moment et tu te lances, quoi, tout simplement. Ouais, parce que t'as quand même une âme d'animateur. Et c'est quoi, t'avais fait ça dans le passé, Alors non, mais bien c'est vraiment ta première expérience. Ouais. Et surtout, alors là, on va rentrer un petit peu dans l'intime, mais moi, je suis quand même quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui, vraiment, de base. Et je sais que c'est totalement contradictoire à ce qu'on voit à la caméra et tout, mais en fait, non, moi, j'ai zéro expérience en radio, zéro expérience en télé, etc. Enfin bref, j'ai jamais rien fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aime transmettre. En fait, j'aime le contact avec les gens, que ce soit un contact virtuel, mais aussi un contact réel. Pour moi, c'est super important. Et d'ailleurs, je le fais quand même assez régulièrement. Je vais voir mes viewers très très souvent dès que je peux. Mais en vrai, non, j'ai aucune expérience là-dedans, vraiment. C'est d'autant plus remarquable et c'est ce qui fait aussi que tu as un côté attachant. En tout cas, c'est ce que je retire en fait de la communauté, quoi. C'est très chouette. Regarde, moi aussi, c'est ma première expérience, probablement la dernière comme dans l'animation aussi, et c'est Sorare qui nous a amené à faire ça. C'est quand même magique. Ouais, bon. C'est incroyable, effectivement, c'est incroyable. Mais en tout cas, c'est pareil. Tu vois, quand on écoute tes podcasts, toi aussi. Enfin, le but c'est pas de s'envoyer des fleurs, mais voilà, j'en profite aussi pour te le dire, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des années que tu fais ça, tu vois. Donc au final, comme quoi, on peut être bon dans un domaine sans avoir expérimenté le domaine auparavant. Tout à fait.
Merci à toi, Stéphane. Bon, on va s'arrêter de s'envoyer des bisous. Ouais, c'est ça. Bon, alors, je reviens à la MLS et à ton partenariat avec 8 de pique. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? Comment est-ce que vous avez fait connaissance et à quel moment tu as décidé, écoute, t'as pas envie de t'embarquer dans mon aventure et à présenter la MLS avant chaque Game Week? Alors en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, ça a été grâce à Sorare Prospect que j'ai découvert le compte Twitter de 8 de pique. En fait, ce qui est cool avec Sorare Prospect, donc pareil, une petite dédicace à notre ami Prospect, c'est que dès qu'il voit un nouveau compte MLS qui débarque, en fait, lui, il l'accueille à bras ouverts. C'est-à-dire qu'il leur fait directement la promotion. Voilà, super, une nouvelle personne qui vient parler de MLS, génial. Plus on est fou, plus on rit. Et j'adore cette mentalité-là, tu vois. Et en gros, quand 8 de pique est arrivé, enfin, je sais pas si ça faisait longtemps qu'il était sur Twitter ou pas, mais en tout cas, j'ai connu 8 de pique grâce à Sorare Prospect qui avait retweeté finalement un des tweets de 8 de pique. Et je suis allé voir sa page et j'ai trouvé super intéressant en fait ce qu'il faisait. Alors à l'époque, je sais plus s'il faisait toutes les compos ou pas, ou quelques compos, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais que il y avait du travail de fond. Moi, j'attache quand même une importance à ça. Je trouve que c'est super important quand il y a du boulot, que ça soit entre guillemets, tu aies une certaine reconnaissance, qu'on te connaisse. Et donc du coup, il me semble avoir fait la même chose sur Twitter en disant voilà, encore un compte MLS sympa à découvrir. Et une fois, et donc j'ai vu arriver sur le chat 8 de pique, premier message et tout. Et là tout de suite ça m'a tiqué en fait. J'ai dit mais c'est toi qui a le compte Twitter et tout. Et donc là elle m'a dit oui. Et je dis et donc là on était en live, je sais pas, on était peut-être 70, 80 à l'époque parce qu'on n'arrivait pas encore à dépasser la barre des 100. Et j'ai dit à tout le monde, à tous les gars qui étaient sur tous les viewers, je leur ai dit les gars, si vous voulez suivre un compte MLS, c'est celui-ci qu'il faut suivre, n'hésitez pas. Et après de fur et à mesure, tu vois, on a commencé à parler en MP. Il est venu à moi en me disant écoute, pourquoi pas, je fais les compos et tout, pourquoi pas, si tu veux, on peut les présenter ensemble, etc. Moi, je me sens pas à l'aise à me mettre, on va dire, à visage découvert, etc., à faire la présentation comme toi. Mais si tu veux, je prépare les compos et on fait un live là-dessus. Et en fait, ça a marché, ça a été incroyable en fait. La dynamique que ça a pris, ça a été incroyable. Mais cette dynamique-là, en fait, elle a fonctionné parce que pour moi maintenant, 8 de pique, c'est comme on s'est jamais rencontré en vrai, ça arrivera, mais c'est comme c'est un copain, c'est un ami. Enfin, tu vois, il y a vraiment un lien qui s'est créé avec lui en fait. Et ça fait combien de temps que vous faites ça à deux? Alors honnêtement, comme je t'ai dit tout à l'heure, Mehdi, les dates et tout ça, j'ai un petit peu du mal, mais je crois, si je veux pas dire de bêtises, ça va faire. Alors attends, ça fait presque 8 mois que je suis sur Twitch et grosso modo, je pense que ça fait facile 6 mois, voire un peu plus. Mais vraiment, je veux vraiment souligner son travail. Le but c'est vraiment de dire que ce qu'il fait, et même là ce qu'il fait avec son Patreon et tout, c'est incroyable. C'est hyper carré et il y a rien à dire en fait à ce niveau-là. Oui, je confirme. Pour l'avoir rencontré, comme je t'ai dit au début, il est très carré, très sérieux et très impliqué. La MLS. Alors, on va un peu plus creuser. On a comment dire, abordé légèrement le sujet tout à l'heure quand je t'avais posé la question pourquoi il y avait tant de variations d'un club à l'autre. D'une saison à l'autre plutôt. Si tu devais faire un petit résumé sur cette saison-ci, peut-être un peu compliqué là en freestyle, mais qu'est-ce que tu dirais sur la saison en cours pour le moment? La saison en cours là par rapport à la MLS globalement. Par rapport à des surprises, des déceptions, que ça soit au niveau des clubs, au niveau de certains joueurs. Ouais, alors des surprises, on en a toujours là. Par exemple, tu vois, une surprise qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de voir Salt Lake City dans les qualifiés pour les playoffs actuellement. C'est pour moi une réelle surprise de ne pas voir encore Seattle, Portland, etc. qualifiés pour les playoffs pour le moment. C'est aussi une surprise. Moi, en fait, là où j'ai eu très peur, c'était surtout en début de saison, où en début de saison, les matchs étaient très fermés. Mais vraiment, par rapport à ce que j'avais connu la saison d'avant, tu sais, quand tu promouvois un championnat et que tu dis allez, devenez des ricains, vous allez voir, vous allez enfin voir des matchs de foot avec 6 buts par match et tout ça, et que t'arrives, tu fais des multiplex, et que sur le multiplex, t'as 3 buts en 3 heures, tu vois, tu te dis, oula, et en fait, c'est vrai qu'au début, c'était quand même assez fermé et tout, mais là, bon, depuis quelques semaines maintenant, on est revenu à la normale, on revoit des matchs où il y a 4-4 à la mi-temps, enfin, tu vois, on revoit du spectacle, donc globalement, au niveau du spectacle, le spectacle est de retour, les gros joueurs qui
ont perfé la saison précédente, pour la plupart, sont de retour. Je prends un exemple, par exemple, de Hani Mokhtar, qui en début de saison avait un peu plus de mal à être décisif. Aujourd'hui, bah voilà, il est redevenu le Hani Mokhtar de l'an passé. Donc globalement, là, maintenant, j'ai envie de dire que ça déroule comme l'an dernier. Après, des surprises, il y en a toujours. Et une petite dédicace pour un club que je commence à apprécier de plus en plus, parce que bah déjà, c'est un club francophone, le Montréal, qui vraiment est en train de faire une super saison. Et donc, je suis plutôt content pour eux, surtout que sur les lives, il y a des fois des gars du Québec, de Montréal qui sont là. Donc vraiment content pour eux. Dans ta spécialisation de la MLS, voilà, aujourd'hui, quand tu prépares tes streams, etc., ou tes équipes, ou tes achats, tes reventes, combien de temps tu passes à t'informer au sujet de la MLS et de quelle manière tu t'informes? Je me rappelle, prendre un autre exemple de Deglingo, lui, il est dans le même créneau horaire, évidemment, asiatique, ça aide fortement, mais si je me rappelle bien, il parlait d'un Yahoo Japon qui pouvait traduire, et c'est comme ça qu'il arrivait à glaner un maximum d'informations, et évidemment, en regardant les matchs. Toi, de ton côté, pour la MLS, quelles sont tes sources d'informations? Alors, principalement Twitter. Alors, en fait, maintenant, grâce à la communauté des Ricains, très franchement, je m'étais fait une liste sur Twitter, tu sais, une liste des comptes à suivre, etc. Ça, c'est toujours important à faire. Donc, voilà, tu te rends compte rapidement que telle personne va parler de tel club, qui va donner des bonnes infos, tout ça. Donc, moi, j'ai une liste sur mon Twitter où j'ai ces comptes-là. Mais très franchement, maintenant, avec cette fameuse communauté qui s'est créée, en fait, aujourd'hui, et puis même avec le 8 de pique, parce que forcément toutes les infos du 8, finalement je les ai, je suis dans son Patreon, etc. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, mais c'est aussi plus facile parce que j'ai un Discord où tous les gars qui sont sub à ma chaîne y sont, et donc du coup en fait tout le monde partage un petit peu les infos qu'on a, et au final les infos, si toi moi par exemple je rate un truc sur Twitter, je vais pas le rater sur le Discord en fait, tu vois. Donc au final maintenant c'est très facile d'avoir des informations. Pour moi, j'ai pas besoin d'aller voir un compte spécifique en particulier, et voilà. Entre le 8, la communauté des Ricains et ma liste sur Twitter de comptes à suivre, franchement, il y en a largement assez. Et en plus, tu regardes donc des matchs. Tu regardes à chaque game week, à chaque journée MLS, tu regardes des matchs? Ouais, franchement, les seules fois où j'ai raté là, c'était quand j'étais en vacances. Et même comme ça, en vacances, ça m'est arrivé de regarder certains matchs. Après je les sélectionne. Te dire que je regarde tous les matchs, c'est pas vrai. Mais grosso modo, là, par exemple, sur la prochaine journée, attends, je vais ouvrir Flash Score, mais je sais que par exemple, Austin, Los Angeles, je vais regarder, Portland, Seattle, je vais regarder. Enfin bref, tu vois, il y a sur les 14 matchs, il y a peut-être 7-8 matchs que je vais essayer de regarder. Ouais. Ça demande du temps, ça demande clairement du temps, et ça prend aussi un petit peu sur le temps de sommeil et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'est vraiment devenu, pour moi, c'est vraiment devenu une passion. Et d'autant plus que maintenant, par exemple, vu que tu crées des affinités avec des gens, tu sais que je sais pas, s'il y a un joueur qui fait une passe décisive à un endroit, même si toi tu l'as pas, tu vas être content pour la personne qui l'a, parce que tu sais que il l'a positionné dans son line-up, et que peut-être qu'il va perfer et tout ça. Moi, je suis vachement mal là-dedans en fait. Au final, je suis plus content pour les autres que pour moi-même. C'est très bizarre à dire, mais c'est la vérité, et c'est pas, c'est vraiment, je suis vraiment comme ça. Et on est beaucoup à partager ce même point de vue quand on a des amis. On sait qu'ils ont tel ou tel joueur qui fait une action décisive, et donc toi, quand tu animes, il faudrait quand même un jour, si j'ai une insomnie, il faut que je me connecte lors de ton Twitch en live pour voir un peu comment ça se passe. Ouais, si t'as une insomnie durant un samedi soir, tu passes un petit moment, tu fais un coucou sur le chat, et tu verras que ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne ambiance. Mon live, le multiplex le samedi, c'est vraiment le seul live que je ne travaille pas en amont. Tous mes autres lives sont travaillés. Voilà, il y a une trame et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est vraiment le seul qui n'est pas travaillé, parce qu'il est fait un peu plus au feeling, ça aussi dépendant des matchs, etc. Mais c'est pour ça que même moi, tu me sens encore plus détendu le samedi soir en fait, au final, parce que je suis vraiment moi-même en mode fan de foot MLS en fait. Ouais. Et oui, il y a combien de viewers en moyenne lors de tes alors je veux pas te dire de bêtises, mais grosso modo en début de soirée on est au-dessus des 100 assez facilement, et après on arrive à tenir les 80 jusqu'à à peu près 4 heures du matin, pas loin.
Alors oui, t'as des Canadiens dans ta communauté, t'as des Canadiens. Mais il est 4h du matin, quoi. Donc je disais, t'as des Canadiens francophones, des Québécois dans ta communauté? Ouais, il y en a quelques-uns, et à chaque fois qu'ils me le disent sur le live, je trouve ça sur le chat, pardon, je trouve ça exceptionnel qu'on me regarde à l'autre bout du monde, en fait, tu vois. J'ai un sourire un peu niais, tu sais, un peu d'enfant, en mode, waouh, c'est incroyable, le gars, il est à l'autre bout du monde, il me regarde, c'est incroyable. En fait, c'est ça qui me, aujourd'hui, me donne des frissons et me fait kiffer aussi Sorare, c'est que, en fait, cette aventure Twitch, finalement, elle m'apporte encore plus. Ma saison personnelle sur Sorare, elle va pas être bonne, en fait, par rapport aux objectifs que j'avais avec mes achats de SR et tout ça. Mais ma saison personnelle sur Sorare et avec Twitch, elle est incroyable. C'est incroyable. Mais vraiment, j'ai même pas les mots pour décrire, en fait, ce qui s'est passé et ce que j'espère va continuer, en fait, tout simplement. Il y a de quoi te booster en confiance, là, pour le coup. Ouais, clairement, c'est vraiment, c'est incroyable. C'est que du plaisir. Pour revenir à la MLS et justement à son jeu assez atypique qui fait peut-être penser un peu au hockey sur glace, qu'est-ce qui, d'après toi, explique ce style de jeu où c'est du football total, mais total, quoi. C'est dans tous les sens du terme, je dirais. Ça, en fait, c'est culture américaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, alors moi, je suis pas un grand suiveur de NBA, par exemple, mais si tu compares la NBA, par exemple, la NBA du spectacle. au match européen, en fait, tu vas avoir des matchs avec, je sais pas, j'ai une bêtise, il va y avoir 130 à 110, enfin, il va y avoir énormément de points, et tu vas avoir un match européen d'Euroleague et tout ça, ça va être beaucoup plus serré, il y a aucune équipe qui va dépasser les 100 points. Donc, en fait, au niveau défensif et tout ça, ils sont un peu plus, entre guillemets, laxistes, mais c'est pour donner du spectacle. En fait, les gens, ils payent leur billet et ils vont aller voir un spectacle. Et ce qui se passe, c'est que en MLS, c'est un petit peu la même chose. Alors oui, de temps en temps, il y a des franchises qui sont coachées par des coachs avec une philosophie, on va dire, européenne et qui pensent que résultat, il faut qu'on se qualifie, il faut qu'on aille en play-off, etc., etc. Mais globalement, dans une grosse majorité des franchises, voilà quoi. Si tu prends 3 buts mais que t'en marques 4, c'est bien en fait. C'est ce qu'il faut faire, en fait, tu vois. Oui, donc je pense que c'est très américain, ça, au final, en fait, la culture du spectacle. Ouais, tout à fait. Mais ce qui est un peu, je trouve un peu bizarre, assez spécial, c'est que tu prenais l'exemple excellent de la NBA par rapport au basket FIBA européen. Les règles sont légèrement différentes. C'est-à-dire que, clairement, les règles en NBA sont faites pour qu'il y ait un maximum de spectacle, un maximum de paniers marqués, donner un peu moins d'importance à la défense, même si en play-off, ça, c'est une autre paire de manches. Mais pendant la saison régulière, vraiment, c'est pas les règles FIBA. C'est pour ça que les Américains, ils ont besoin d'un tout petit peu d'adaptation quand ils participent à des tournois internationaux comme les Jeux Olympiques ou championnat du monde. Tandis qu'en football, les règles sont les mêmes. Est-ce que tu trouves que les arbitres laissent un peu plus jouer ou bien c'est... Tu sais, parfois je me suis posé la question parce que ça m'est déjà arrivé, surtout la saison passée, de regarder des matchs MLS et honnêtement, je me marrais bien. Je passais franchement un bon moment. Donc je comprends tout à fait les gens qui aiment bien regarder des matchs MLS parce que parfois c'est du n'importe quoi, mais c'est tellement énorme et ça va tellement dans tous les sens. T'as des actions, parfois des tirs de fou que tu vois rarement dans d'autres championnats. Mais j'avais, je sais pas, c'est peut-être deux suppositions. C'était la première que les arbitres laissent probablement un peu plus jouer. Ils ont plus une mentalité sud-américaine, j'ai l'impression parfois dans le laisser jouer. Et puis de l'autre côté, je me demande si c'est pas le fait qu'il y ait tellement de joueurs d'horizons différents qui fait que c'est un football total où c'est difficile à vraiment tout structurer. Mais c'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte. Hein. Je voulais un peu avoir ton avis. Non, je dirais pas que c'est n'importe quoi. Ça tombe bien justement que tu parles des arbitres parce que honnêtement, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut qu'ils s'améliorent, c'est l'arbitrage. Les arbitres sont mauvais. Je dis rarement des choses négatives sur des gens et tout, mais honnêtement, les arbitres MLS, c'est vraiment mauvais. Ils sont capables d'être appelés par la VAR parce que ils font une erreur, hein, grosso modo, et par ego, de dire non, en fait, il y a pas penalty. J'ai décidé qu'il y a pas penalty, il y a pas penalty. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Donc le fait que les arbitres MLS laissent plus jouer et tout, pourquoi pas, peut-être. J'ai jamais trop fait attention à ça, mais c'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas bons. Enfin, qui sont pas très bons et qu'il y a du progrès à faire à ce niveau-là. Et après, pour la deuxième partie, c'est pas impossible non plus ce que tu dis, mais moi je dirais plutôt que c'est globalement le niveau
en fait, en MLS, vu que tu peux avoir que 3 DP par franchise, bah, généralement, le designated player, va être un offensif, va être un attaquant, un milieu de terrain offensif, etc. Va être très rarement un défenseur. Et donc, du coup, ce qui se passe, bah, c'est que les défenseurs sont, on va dire, globalement moyens. On va dire ça pour être assez neutre, sont globalement moyens et ils se retrouvent face à des top joueurs. Tu vois, ils se retrouvent face à des Insigne, des Hani Mukhtar, etc., etc. Et donc, forcément, il y a un déséquilibre qui se fait à ce moment-là. Et bah après, bah, tu te retrouves avec des matchs qui peuvent faire 7-1, 7-2, 4-0, 4-4 à la mi-temps, parce qu'en fait, la balance défenseur moyen et attaquant, on va dire de niveau presque européen. Bon bah il y a pas de voilà. Puis en plus, si tu mets le gardien, qui généralement les gardiens sont pas non plus foufou. Bon bah voilà, tu mets cette balance-là, ça fait pas le poids en fait. Ça fait un super bon cocktail. Mais je pense effectivement que ton avis là-dessus, il est assez pertinent. C'est vrai que j'avais jamais vraiment fait attention que les designated players, c'était vraiment des gros attaquants pour la plupart, et c'est vrai que la défense est beaucoup plus faible et plus lente, fait des erreurs, des choses comme ça. Mais bon, c'est ça qui rend un peu la MLS fou et intéressante à suivre. Tu vois, pour te donner un tout petit exemple, Toronto a fait le choix de recruter Carlos Salcedo en début de saison en tant que designated player. Ils ont vu qu'il n'a pas fait l'affaire. Au bout de 6 mois, ils l'ont fait partir en fait, tu vois, parce qu'en fait, en gros, il fait pas l'affaire. On peut pas garder un contrat de DP sur un défenseur, tu vois. Et donc du coup, ils ont préféré le renvoyer au Mexique et garder ce poste-là pour aller recruter un offensif au final. Moi, j'avais la saison passée Jorge Figal. Je pense aussi qu'il était DP à Miami. Il avait une valeur marchande assez élevée, mais bon, ça n'a pas allé. Et là, il est parti, je sais plus où il est à River ou un truc comme ça, en tant que troisième remplaçant. Boca, je pense. Il est parti à Boca, ouais. Ah oui, je vois, oui, le défenseur, ouais. Ok. Figal, ouais. Désolé, il joue pas non plus beaucoup pour cet exemple un peu. Non, c'est ça. Du tout. Bah écoute, merci Stéphane pour ce petit aparté sujet MLS. J'ai un petit sujet d'actualité. Évidemment, tu n'es pas sans ignorer, parce que tu as abordé aussi ce sujet avec tes invités lors de ton dernier stream. Y a pas mal de remous ces derniers temps dans la communauté Sorare par rapport à toute une série de sujets, principalement, et c'est un sujet qui revient fréquemment, c'est la chute des valeurs galeries, surtout en limited, mais pas que en limited également, la communication qui est mieux mais bof, le marketing, il y a du mieux mais c'est pas encore ça. Je voulais avoir ton avis à toi par rapport au climat et à la situation actuelle. Alors, comme tu l'as dit, on en a beaucoup parlé sur mon précédent live. Si je fais un feedback sur le précédent, donc mon précédent live où il y avait les invités et tout, ce qui ressort énormément, mais vraiment même sur le chat, même sur les invités et tout, c'est la com. La com qui, par rapport au manager actuel présent, qui est selon nous, enfin même selon moi, parce que moi j'estime, je suis assez d'accord là-dessus, selon moi assez peu présente. On a de la com sur l'arrivée des cartes, on a de la com, là on a encore eu de la com sur la Ligue 2 aujourd'hui. Enfin voilà, dès qu'il y a des cartes qui rentrent, on a de la com et tout. Mais par contre, sur les craintes, etc., il y a personne pour venir un petit peu éteindre les flammes en mode vous inquiétez pas, on est là, on fait ça, mais sachez que c'est parce qu'il y a une bonne raison, machin et tout. Enfin tu vois, il y a pas spécialement une communication rassurante autour de tout ça. Moi aujourd'hui, je vais pas vu ce que j'ai vécu dans mon aventure Sorare, donc il y a un peu plus d'un an en arrière, où j'ai été inquiet aussi quand j'ai vu la valeur de mes cartes America faire diviser par 2 voire plus, et là où je me suis inquiété, je peux pas aujourd'hui critiquer quelqu'un ou dire arrête d'avoir peur, c'est bon, ou comme les réflexions que j'ai eues moi à l'époque quand je posais des questions, vas-y, vends-moi ta galerie à un étage, tu vois, le truc qui fait pas avancer le schmilblick du tout, tu vois. Moi j'avais eu ce genre de réflexion, j'avais trouvé ça puéril entre guillemets, et voilà, moi je peux pas critiquer aujourd'hui quelqu'un qui rentre dans le jeu il y a 2 mois en arrière et qui voit sa galerie, il se pose des questions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ces gens-là qui se posent des questions, il faut leur répondre. Il faut qu'il y ait une communication là-dessus, et si c'est possible, une communication plutôt rassurante. Vous en faites pas, on est en période de bear market, on met des cartes, mais il y a une raison à ça, etc., etc. Bref, voilà. Et ça, c'est ce qui est ressorti au niveau de mon live. Moi, plus personnellement, l'ambiance, je la trouve un petit peu morose. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais vraiment moins sur Twitter, vraiment, parce que je trouve que même la com des managers et tout ça, je la trouve pas. Moi, je me dis, en fait, le truc et la réflexion que je me suis faite, c'est si j'avais entendu parler de Sorare
là, durant le mois d'août, et que j'avais fait les mêmes recherches que j'ai faites il y a 1 an et demi quand je suis débarqué, et ben en fait, j'aurais pas créé de compte. Tu vois le truc? Je te reprends là pour le coup. Tu conviendras que c'est vraiment très paradoxal parce qu'on n'a jamais eu autant de good news de la part de Sorare. Je parle pas de la communication envers les managers. Hein. Je parle de la communication globale. C'était un été complètement dingue. Et pendant le mois de juillet, les managers les uns après les autres sur le fil Twitter, c'était boom et tout de moon et tout le bazar parce que j'ai pas noté exactement toutes les annonces, mais il y a le partenariat avec Mbappé, le partenariat avec la carte légende avec Zidane. Il y a beaucoup eu là lors des premières journées européennes. On voit de plus en plus de bannières dans les stades, le panneau à la mi-temps ou à la fin des matchs où on voit quand même le nom Sorare. Il n'y a pas que ça évidemment, mais disons qu'il y a eu toute une hype, je trouve, pendant l'été jusqu'il y a environ 2 semaines plus ou moins. Et puis là, boum. Dans la communauté, on a complètement changé de fusil d'épaule. Comment est-ce que tu expliques ça? Quel est ton avis justement par rapport à ça? Alors, mon avis, toutes les annonces à Mbappé, Zidane, la Serie A, etc. Bref, Sorare nous avait promis entre guillemets un été chaud et il a été très chaud en termes d'annonces, aucun souci là-dessus. Et effectivement, tous les managers qui sont dans la communauté ont été hypés. Et moi, le premier, je me suis dit waouh, incroyable, Mbappé ambassadeur, mais laisse tomber, tous les gens qui gravitent autour du foot vont être au courant et tout ça, ça va ramener du monde, tout ça. Nous, en fait, en tant que manager, ce qu'on veut, c'est être, qu'il y ait du monde qui vienne, parce que finalement, s'il y a du monde qui vient, nos galeries tiennent, nos cartes tiennent les prix, enfin voilà, et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, je pense que c'est un petit peu le contre-coup de tout ça. C'est pour ça que dans mon live, j'ai parlé un petit peu de coup d'épée dans l'eau. Est-ce que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau ou pas? Tout ça, parce que en fait, je pense que beaucoup, moi le premier, on était ultra hypé par toutes ces annonces-là. Et au fait, au final, on voit que finalement, les cartes européennes arrivent et que le marché il crache directement. En fait, il n'a pas crash tout doucement comme ça s'est passé un peu en MLS il y a quelques semaines en arrière. Il a crash assez rapidement. Et du coup, tous les gens se sont posé la question. Ils se sont dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a, etc. Alors moi, de deux choses l'une. Sorare, j'estime qu'ils sont ultra compétents et qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. S'ils ont fait toutes ces annonces-là, ils ont une raison. Maintenant, si la raison c'était de faire venir des managers, des nouveaux users, tu vois, je pense que finalement c'était peut-être pas, ça peut-être pas atteint l'objectif escompté. Moi, dans mon métier d'agent immobilier, tu vois, j'ai beau faire la plus belle annonce, j'ai beau faire les plus belles photos, j'ai beau faire mettre l'annonce sur 50 millions de sites. Si à côté de ça, j'ai pas un prix qui correspond à la maison que je mets à la vente, je la vendrai jamais. Et à contrario, si je mets le bon prix pour la maison, mais que je communique pas du tout dessus, je la vendrai jamais non plus. Il faut qu'il y ait 2 facteurs pour que ça marche, tu vois. Et là, en fait, c'est un peu ce sentiment que j'ai. Si vraiment ils voulaient faire venir des users, c'est que t'as beau mettre Mbappé, t'as beau mettre Zidane, t'as beau mettre la Serie A, t'as beau mettre tout ce que tu veux. Si à côté de ça, t'as pas une communication régulière, tu vois, le truc qu'ils ont fait avec l'Afterfoot RMC avec David Boga, c'était incroyable. Ça, tu vois, pour moi, ça vaut bien plus. Un coup de projecteur énorme. Voilà. Et ça, pour moi, tu vois, ça vaut bien plus que un partenariat, je sais pas, avec la MLS ou voilà, en termes de coup de projecteur. Ça, le problème, c'est que finalement, c'est pas assez régulier. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait en parler de la régularité. Pour moi, je trouve que c'est pas assez régulier. Ça doit être de façon récurrente. Tu dois aller voir un coup sur l'Afterfoot RMC. Tu dois aller les voir un coup sur l'équipe du soir. Enfin bref, il faut qu'il y ait vraiment de la régularité parce que le gars qui va entendre parler de Sorare à l'Afterfoot RMC, il va entendre parler une fois. Ok, il va peut-être en parler le lendemain avec son copain au boulot, voilà. Mais 2-3 jours après, c'est fini. Enfin, il passe à autre chose. Sa vie continue. Il doit aller faire ses courses. Il doit aller promener son chien. Enfin, tu vois. Et le truc, c'est que si t'as pas de la régularité, finalement, ce gars-là, tu l'as perdu. Je sais pas si je me perds un peu dans mon explication, si t'arrives à me suivre. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment la régularité qui fait que tu vas atteindre des gens. Donc, est-ce que toutes ces annonces-là étaient pour ça? Si c'était pour ça, je trouve que c'est un petit peu raté. Si par contre, c'était pour asseoir l'image de Sorare, l'image, la notoriété, etc., je pense que c'est que positif, clairement, d'avoir Mbappé dans son camp. Il y a un des invités qui me l'a dit l'autre jour dans le live. Il vaut mieux avoir Mbappé dans son camp que dans le camp adverse, tu vois. Et c'est clair, tu vois. Mais voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, comme tu dis,
voilà, si ça a servi à amener à avoir plus de managers et augmenter la communauté vers l'objectif de dépasser le million, qui est l'objectif de Nicolas Julia, oui, non, ça n'a pas eu malheureusement l'effet escompté. Que la com était pas mal, quoi. Et au contraire, quoi. Enfin voilà, si au final ça fait un peu l'effet inverse, parce qu'au final tu hypes la communauté. Si c'était le but, de faire venir une multitude de joueurs, tu as hypé la communauté, donc les joueurs existants, tu les as hypés, et au final ils se rendent compte, parce que avec la blockchain tout est transparent, ils se rendent compte que c'est pas le cas, et finalement certains prennent peur, etc., s'en vont, quittent le navire et tout. Donc en fait l'ambiance générale, je la trouve vraiment pas faux folle, mais globalement, voilà, moi j'ai confiance au projet, j'estime qu'il y a des gens compétents qui sont autour du projet et tout ce qui s'ensuit, mais maintenant pour moi en fait ce qui manque vraiment c'est de la communication, que ce soit auprès des managers déjà présents, c'est-à-dire de garder ce socle là, voilà, vraiment les rassurer quand il y a un coup de moins bien dans la commu et tout ce qui s'ensuit, et surtout d'être régulier dans la communication auprès des fans de football, faire changer un petit peu ce sentiment. Enfin là tu vois, regarde, Grenoble va sortir en quart de L2. Je suis allé voir sur le compte Twitter de Grenoble juste avant notre discussion, et en fait il y a 4 commentaires. Après c'est pas un compte qui est ultra suivi, mais il y a 4 commentaires, et en fait c'est que des commentaires négatifs. Pourtant c'est des gens qui suivent le foot, mais en gros, est-ce que c'est normal, crypto plus paris sportifs et tout, les gens ont une image tronquée en fait du jeu, et ça malgré tout c'est assez rare de faire en sorte que quand tu suis le foot et que tu parles de Sorare, et que t'as la vraie image de Sorare, que c'est un jeu, que voilà, que oui effectivement c'est des NFT, mais pas que, et qu'il y a une utilité derrière. Enfin voilà, et c'est à eux de faire vraiment une communication de fond. Écoute, je trouve que c'est une magnifique conclusion, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a du gros taf à faire au niveau de l'acceptation, la démocratisation, et surtout casser les barrières et les obstacles qui font que beaucoup de fans de football font encore trop le lien crypto, NFT, marché qui se plante. Après, voilà, le marché actuel, déjà le marché financier dans l'ensemble, mais plus particulièrement de la crypto qui ramasse beaucoup plus évidemment que les marchés financiers traditionnels, et quand c'est en montée, c'est la même chose aussi, c'est des augmentations qui sont démesurées par rapport à des actions d'entreprise, je vais dire, assez classiques. Mais voilà, la crypto, elle est beaucoup plus sensible, et puis les NFT, ils ont eu le super hype, je vais dire 2021, là, ils ont la plupart des projets NFT morts. Ce que les différentes statistiques montrent, comme CryptoSlam, etc., c'est que Sorare, clairement, depuis l'été, c'est dans le top 3 des plus gros projets NFT qui arrêtent pas de progresser, mais voilà, c'est pas encore suffisant pour globaliser, et pour être globalisé, pour justement embarquer les vrais fans de foot qui n'ont pas envie, ou qui n'ont pas envie de toucher aux NFT, aux cryptos, etc., mais qui seraient plus attirés par le côté fan, collection et fantasy. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a encore du gros travail de leur part à effectuer sur ce domaine-là. Ouais, clairement. Bon, Stéphane, on va attaquer le questionnaire rapide. On arrive tout doucement à la fin de notre discussion. Alors, quelques petites questions rapides. C'est trop bien. Ouais, je trouve aussi. Écoute, je crois, si ça dure 3-4 heures, à mon avis, chez moi, on va pas être content. Et puis, Laurent, qui enregistre, non, ça va pas le faire. Bon, on a qu'à faire ça un jour sur Twitch, pourquoi pas, écoute. Bon, alors, questionnaire rapide. Ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare? Alors, mon joueur préféré dans la vie réelle, franchement, si je dis pas Darwin Quintero, je vais me faire conspuer par la communauté d'Erika, donc je suis obligé de dire Darwin Quintero, parce que effectivement, j'ai un amour incommensurable le concernant. Bref, j'ai vu des gestes techniques, des buts de sa part, des passes. Alors oui, cette année, c'est là en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais de ce que j'ai vu de lui, bref, il m'a vraiment fait, il fait partie des gens qui m'ont fait aimer la MLS, clairement. Si on veut rester un peu plus européen, j'aime beaucoup Bernardo Silva, vraiment. Je trouve que c'est un joueur merveilleux à regarder jouer. En fait, si tu veux, je suis plus fan des gars qui vont être dans l'avant-dernier geste que les purs buteurs, si tu veux. La passe que personne n'avait vue, qu'ils vont réussir à trouver, tout ce qui s'ensuit. Et je trouve que Bernardo Silva, il a vraiment passé un cap. Pour moi, il est monstrueux. Il fait partie des meilleurs milieux en Europe, clairement. Donc, on va dire ça. Et après, sur Sorare, je t'avoue, je vais peut-être dire un joueur enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est Zinnia. Voilà.
C'est pas un joueur MLS. Okay. Mais Cézinha fait partie des joueurs qui m'a fait, en fait, je crois que Cézinha, si tu veux, c'est la carte quand j'ai gagné où j'ai eu le plus d'émotions, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit lien avec ça, parce que même quand il fait un petit 55 ou un petit 51, je lui en veux pas, en fait. Tu vois, je lui en veux pas. Ouais, en plus, c'est un attaquant qui a un très beau AA, donc c'est un attaquant qui a un très beau AA, donc ça aide aussi. Dans le jeu, je vais dire Cézinha, donc oui, c'est un joueur asiatique, mais bon, on est sur Sorare, on a le droit d'aimer tout type de joueurs. C'est pas parce qu'on se dit spécialiste entre guillemets ou voilà de MLS qu'on peut pas avoir une carte Asie en carte préférée. Ah bah écoute, The Noob, son joueur préféré sur Sorare, c'est bien Kikuchi, donc tu vois. Exactement. C'est un joueur asiatique et Cézinha et Kikuchi, tous ces joueurs-là. Sont des figures très emblématiques de Sorare. Dis, j'ai oublié de te poser la question, mais est-ce que tu supportes une équipe MLS en particulier? Alors, on me la pose souvent cette question. En fait, ça, honnêtement, j'ai pas. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Montréal, j'ai vraiment quelque chose qui me, parce qu'en plus j'y suis allé, donc je connais la ville. En bref, je connais un peu. Les gens, j'avais bien aimé leur attitude. Le Québec, c'est magnifique. Enfin voilà. Donc, on va dire Montréal, mais après, moi, c'est plutôt, Houston forcément. Parce qu'il y a Darwin Quintero, tu vois, demain, si je devais aller faire un voyage et voir un match de MLS, peut-être que j'essaierais d'aller voir Darwin Quintero avant qu'il arrête le football, tu vois. Mais en vrai, l'an dernier, par exemple, j'aimais beaucoup Kansas City. Puis finalement, cette année, ça se passe un peu. En fait, je suis pas un fan, tu vois, d'une équipe. Comme là, par exemple, en Europe, je peux être fan de Benfica, mais ça, c'est parce que c'est dans mes gènes, c'est parce que mon père est fan, etc., que la famille est fan. Enfin, tu vois, là, vraiment, que Benfica finisse premier ou dernier, on restera supporter de ce club-là. Par contre, en MLS, non, c'est plus des équipes qui, sur une année, vont me donner plus de plaisir et du coup je vais les suivre un peu plus que les autres quoi finalement. Tu vois, Miami l'an dernier, je regardais pas un seul match. Cette année, ça peut m'arriver de regarder des matchs de Miami par exemple depuis qu'ils ont recruté Pozuelo, ça me donne un peu plus envie d'aller checker des matchs par exemple. Fan de Benfica. Donc t'es bien là pour cette saison, t'es confiant. On est pas mal là en ce moment, on est pas mal. Mais c'est vrai que même là-dessus je suis un fan un peu on va dire un fan low cost, c'est-à-dire que Benfica ils perdent, enfin c'est pas grave quoi. Porto il gagne, tant mieux pour Porto. Enfin, tu vois, je vais pas être du tout dans des trucs de guéguerre, machin et tout. Vraiment fan low cost. Mais par contre, vraiment fan. Je transmets même ça à mon fils aujourd'hui. Voilà, quand je l'ai emmené au stade, donc il a aussi pris la fièvre rouge, quoi. Mais je te rassure, hein, grâce à Sorare, il y a énormément de fans low cost, comme tu les appelles. Moi, je peux aussi maintenant me dire que je suis un fan low cost. Tu es fan de quel club, toi, déjà? Moi, c'était, je sais pas si je peux oser le dire, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les podcasts, c'est un club qui est descendu en Ligue 2 et qui s'est pris un 0-6 à domicile, la plus grosse défaite à domicile contre Le Havre en ayant 3 cartons rouges. Je sais pas si tu vois quelle équipe c'est. Ah oui. Et c'est pas très loin de Grenoble d'ailleurs. C'est pas un maillot vert, hein. Voilà, exactement. Donc ça c'est mon équipe en France malgré moi. Okay. Sinon en Belgique c'est Anderlecht. Bon et quand même l'Union parce que je suis originaire bruxellois aussi, donc j'aime beaucoup l'Union. Voilà et sinon j'aime beaucoup le Barça aussi. Voilà, comme ça. C'est comme ça, c'est dit. Alors, ton plus beau résultat, donc sur Sorare, tu m'as parlé que t'as gagné chez Cézinha, donc déjà c'est du très très lourd. Est-ce que tu en as, enfin voilà, tes plus belles places. Je vais pas parler d'abord, avant de parler de tes rewards, de tes plus belles places en SO5. Alors, ma plus belle, je sais pas si j'ai fait 2 fois ou une fois. J'ai un doute. Je sais que j'ai fait 2 podiums, mais je sais pas si c'est les 2 fois en All-Star Rare Pro. Mais en tout cas, j'ai fait 3e d'une All-Star Rare Pro avec que des cartes rares. J'avais fait 460 points et quelques, mais je m'étais fait dépasser par The Noob justement, qui avait fini premier avec 530 points. Il avait explosé la concurrence. Donc moi j'avais fini 3e et c'est pas là où j'ai eu ma meilleure reward parce que à l'époque j'avais gagné Drommel, le gardien, et il était titulaire à l'époque de PSV Eindhoven. Mais déjà tu sentais qu'il prenait beaucoup trop de buts et que ça pouvait pas très bien se passer pour lui et pour le coup je l'ai revendu assez rapidement. Je confirme, t'as terminé 2 fois 3e. Ouais, ok. Voilà, t'avais pris Franco Armani en Champion America D4 et puis Drummel effectivement comme tu as dit. Alors tes plus belles récompenses. Mes plus belles récompenses, Cézinha, comme je te dis, c'est vraiment celle qui m'a provoqué le plus d'émotions parce qu'en fait c'était une époque où les récompenses que je gagnais c'était régulièrement des gardiens. Alors je dis pas ces gardiens, c'est vraiment le nerf de la guerre sur Sorare, mais c'est vrai que quand tu en as assez dans ta galerie, en fait quand tu gagnes une carte, t'as bien envie d'avoir un top attaquant, tu vois, ou un top milieu un petit peu. Et
Et donc du coup, quand j'ai eu Cézinha, je suis tombé un petit peu dénu. Donc Cézinha clairement. Et après j'ai eu aussi Alban Lafont, très belle carte. Aussi. Et pareil, Alban Lafont, je l'ai gagné en terminant, je sais pas, 12e ou 15e, enfin hors top 10 de la All-Star Rare Pro. Bien sûr, je l'ai pas vendu au prix qu'elle vaut là aujourd'hui, mais bon, à l'époque, je crois que ça m'avait fait quand même un petit billet à 0,75, quelque chose comme ça. Ouais, très joli. Alors, ton plus gros coup de poisse? Alors, le plus gros coup de poisse, bah écoute, ça c'est cette saison, hein, clairement. Alors, on va se foutre un petit peu de moi, mais c'est pas grave. J'ai acheté, j'ai trade plus précisément, Shuttleworth SR, qui était le gardien d'Atlanta au moment où Guzan s'est blessé grièvement toute la saison. J'avais des SR, tu as vu Eduardo, tout ça et tout. Je me suis dit bon allez, pourquoi pas tenter l'aventure en D2. Il me faut un gardien. Bref, le prix était ok. Avec le trade, ça pouvait passer. Je suis allé le chercher. Il m'a fait un match titulaire. Le match qui suit, je crois 2 matchs titulaires. Donc le deuxième, il fait pas d'arrêt et il prend 2 buts. Donc le troisième match qui arrive, il perd sa place et le match, une semaine après, une fois qu'il ait perdu sa place, il a annoncé sa retraite. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu te fais charrier par ta commu en plus, tu vois. Donc après voilà, moi je suis pas quelqu'un j'aime bien rigoler, donc même si c'est des choses qui font mal. Mais et puis après, c'est surtout que j'enchaîne avec un deuxième gardien qui perd sa place 10 jours ou 15 jours après mon achat, le fameux Marcelo Buek de Fortaleza. Pareil, j'achète aux enchères à 0,3, donc on sait que quand on est dans ces eaux-là, on sait qu'il y a quand même un doute, tu vois, mais tu te dis bon, peut-être que ça va tenir, quoi. Et voilà, et il a fait 2 matchs, il a perdu sa place, et un gardien SR, un gardien R qui seront là pour le training jusqu'à la durée de vie de ma galerie, on va dire. Voilà. Voilà, tu le prends avec philosophie, c'est très bien. Exactement. Il faut, sinon tu joues pas à Sorare, parce qu'avec tout ce qui arrive, c'est la fameuse variance, quoi, les choses que tu peux pas contrôler, les décisions de coach, je sais pas, ça tu peux pas gérer, quoi. Alors tes 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare, à part Sorare Data? Alors un onglet qui est toujours ouvert dès que je suis sur l'ordinateur, donc c'est Sorare, quand je suis sur Sorare, c'est Spotify. Moi j'adore la musique, donc très clairement il y a toujours de la musique dans mon casque. Donc Spotify, Twitch, parce que je suis un gros consommateur quand même Twitch. Alors après des fois je regarde les lives des streamers FR et tout, mais j'ose pas trop non plus toujours écrire sur le chat et tout, parce que après très souvent en fait ça va déranger le streamer dans le sens où les gens vont venir te poser des questions et du coup lui il perd un peu le fil, tu vois, au niveau du chat et tout. Donc voilà, je suis souvent un viewer, on va dire j'ai pas le mot, mais on va dire voilà, passif. Je ne parle pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après le troisième, ça peut être quoi? Flashcore par exemple. Flashcore, je suis souvent dessus aussi. Et alors pour terminer, ton joueur à suivre en MLS? Moi je l'avais donné des bons tips en début de saison, donc j'espère que celui-ci sera bon, mais par contre je vais mettre un petit warning quand même malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs de transfert vers un potentiel Grande Europe, une bonne équipe européenne, on va dire. C'est Jack McGlynn, le milieu de terrain de Philadelphie, qui est vraiment excellent. Si tu as l'occasion de regarder un match de Philadelphie et qui joue, tu peux le checker. Super bon jeu au pied, une bonne vista. Bref, il est même capable de marquer des buts et tout. Le petit point négatif le concernant, c'est qu'il a encore un physique, tu sais, un petit peu développé, tu vois, il est encore un peu frêle et tout. Mais bon, on en parle du côté du PSV Eindhoven, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, méfiance quand même. Voilà. Si ça reste en MLS, ça peut vraiment devenir un des très très bons milieux de MLS. Par contre, voilà, si ça part au PSV, ou en Hollande ou quoi, il va falloir checker la destination, quoi. On verra bien, hein, on va suivre ce joueur, on verra ce que ça va donner. Exactement. Stéphane, on arrive à la dernière partie qui sont les questions-réponses des auditeurs et pour le coup beaucoup de tes viewers, followers. Bon, j'ai dû quand même faire du tri, hein, parce que j'ai vu des questions, je me dis mais c'est quoi quel est ton ricain préféré sur le Discord? Alors je présume que c'est un follower quand on dit ça.
Oui, Parle pas de joueur. je sais plus, je crois que c'est Fab ou bon, je sais plus qui a posé la question, mais non, mais moi c'est Loïc Sorare DNP. Ah, c'est Loïc, ok. Mais oui, c'est Loïc. Non, après non, il y a pas question de préférence ou quoi, c'est juste la commu qui est magnifique. Moi, je le dis dans mes lives, la commu des Ricains. Enfin voilà. En fait, c'est une commu qui me ressemble. Donc forcément, si ça me ressemble, eh ben il y a de l'empathie, il y a de la rigolade, il y a un petit peu, voire beaucoup de folie. Et donc voilà. Et donc je suis pas étonné que tu aies reçu des questions un petit peu folles parce que voilà, parce qu'ils sont un petit peu comme moi, tu vois, tout simplement. C'est très bien comme ça, tu sais, c'est gay. Enfin, c'est pas la première fois, mais là, je crois que c'est quand même la première fois où j'ai autant de questions délirantes. Donc c'était quand même assez comique à lire. Alors mon petit Sorare, la chaîne Sorare, voilà, mon petit gazon. Ouais. Sais-tu pourquoi pas un seul match de MLS ne débarre à l'heure? Alors c'est souvent, j'en sais rien. Moi, les sports américains, la télévision, les pubs et les trucs comme ça, c'est pas ça? Ouais. Il y a forcément de ça. Après, il y a aussi la culture. Hein, voilà, s'il commence le match 5 minutes après, il commence 5 minutes après. Mais clairement, je pense que ce qu'on voit pas, c'est la partie, comme tu dis, publicité, etc. Enfin, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que grosso modo, je sais pas, moi, mais toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, il y a une publicité quand tu regardes un match aux États-Unis. Donc là, à mon avis, c'est aussi dû à ça. Même s'il doit y avoir aussi un petit peu le truc, c'est pas grave, on n'est pas à la minute près. Si on commence pas à 2h du matin, mais à 2h05, c'est pas la fin du monde. Ouais, là-bas, c'est clairement les chaînes de télé, les broadcasters qui dictent les règles au niveau des débuts. Et franchement, c'est pas propre. Enfin, si c'est bien la raison pour la MLS, c'est pas propre à la MLS. C'est ça dans tous les sports américains. Une question de Lionel. Je possède plusieurs Kate Cowell dans ma galerie. Que penses-tu de ce joueur? Kate Cowell, c'est alors Kate Cowell, je l'ai découvert moi l'an dernier, parce qu'en fait l'an dernier il y avait une énorme hype de tous les joueurs, il y avait une énorme hype concernant ce joueur déjà l'an dernier en disant qu'il allait exploser. Alors il est rapide, il est vif, il est plutôt dribbleur, voilà, il a quand même des très très bonnes qualités. Là, début de saison cette année, titulaire avec le coach en place, ça démarrait bien, pareil, décisif, il marque des buts et tout ça. Il part avec la sélection des U20 américains. Le coach change et il perd sa place. Donc typiquement, je pense que c'est vraiment un joueur avec des qualités, un joueur qui est capable de plaire à des clubs européens dans l'avenir. Mais sur cette saison-là, je pense que on le reverra pas beaucoup. Enfin, on le reverra pas titulaire. À mon avis, Kikanovic a vraiment pris sa place. Mais pour le coup, moi, le joueur en lui-même, j'aime bien. Mais je suis un petit peu comme le coach de San José. Je préfère Kikanovic à Cowell, parce que balle au pied, il y a encore des lacunes quand même. Il est encore très jeune, Cowell, non? Ouais, encore très jeune. Mais c'est honnêtement, c'est une fusée, c'est vrai. Enfin, il est ultra rapide. Il suffit qu'il met un crochet et tu le rattrapes pas, en fait. Mais après, il est encore jeune, mais voilà, il manque encore de finesse technique, je pense, et Kikanovic apporte plus ça, quand même. Alors, question de coach Nasser, que je salue. Ouais. Faut-il revendre le dieu Mouktar? Ah, le dieu Mouktar. Tu vois, comme quoi, ça va vite, en fait, parce que Hani Mouktar, moi, qui était vraiment, à en parler MLS tout le temps et au début de saison, les gars, ils m'ont dit, mais t'es sûr que Mouktar, c'est un gros joueur? Enfin, tu sais, les gens qui regardent pas les matchs, tout ça, et ils me disaient, mais t'es sûr? Parce que, il met pas de but, il paye pas de passe décisif et tout. Mais Mouktar, c'est incroyable. Tu le vois jouer, mais il est capable de partir du milieu de terrain, de dribbler 3 défenseurs, d'aller marquer tout seul, tu vois. Donc, faut-il le garder? Tant qu'il part pas de MLS, oui, il faut le garder. Pour moi, honnêtement, c'est top 3 MLS cette saison, Mouktar. Donc oui, il faut le garder. Après, je ferai un petit conseil. Si jamais il entend parler, qu'il est suivi, je sais pas, moi, par un club anglais, par un club allemand, etc., qu'il regarde bien la destination, parce qu'après, le niveau des défenseurs, c'est pas les mêmes en face. C'est clair. Surtout qu'il est allemand, si je me rappelle bien, donc un petit retour dans son pays, c'est il est allemand. Surtout s'il domine le championnat. Ouais. Alors, question de Okozia. Est-ce que tu as prévu un road trip MLS aux États-Unis? Un road trip aux États-Unis? Alors non, j'ai pas prévu ça.
pour être totalement transparent avec les gens qui vont écouter le podcast, on est venu me voir en me disant mais ouais, mais tu devrais faire ça, tu devrais proposer sur tes lives, voilà, que tu puisses participer à t'aider à faire un road trip, que tu ailles voir Quintero, machin et tout et tout. Franchement, l'idée est géniale, l'idée m'aurait vraiment plu de le faire, mais après voilà, c'est mon côté peut-être bête, j'en sais pas, mais j'aime pas trop être du côté de voilà, bah regardez les gars, si vous voulez, je vous fais une petite barre de progression, si vous subez, je partirai peut-être aux États-Unis. Enfin, j'aime pas ce côté-là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je préfère que les gens, ouais. voilà, ils s'abonnent d'eux-mêmes s'ils ont envie de s'abonner, s'ils ont pas envie, ils ont pas envie et c'est pas grave, plutôt que voilà. Mais l'idée en elle-même est juste incroyable, aurait été incroyable, mais là je pense qu'en termes de timing c'est compliqué. C'est encore un peu chaud. Et alors, deuxième question, et exception faite de Darwin Quintero, quel est le meilleur joueur MLS actuel à tes yeux? C'est Mokhtar ou bien t'as un autre nom en tête? Pour moi, il y a Driussi. Je mettrais Driussi, Mokhtar, et vraiment cette saison, même si là, ça fait 2-3 matchs, c'est un peu plus dur, Luciano Acosta, c'est quelque chose quand même aussi. Et puis t'as Diego Rubio qui s'est découvert. Il y en a plein, mais si je devais en choisir qu'un seul, allez, si je dois en prendre un, je dirais Driussi. Mais Mokhtar est vraiment pas loin. Mais tu vois, par exemple, Gilles, je le mettrais pas dans le top 4, top 5. J'allais justement te poser la question. Je t'ai pas entendu parler de Karizny jusqu'à présent. Ouais, non. En fait, moi, j'ai été l'un des seuls à dire, en début de saison, à dire que par rapport à ce que j'avais vu des dernières semaines de Carles Reed la saison précédente, j'avais un petit peu peur sur cette saison-là. En fait, je trouve que depuis qu'il a eu sa plus belle J l'an dernier, il n'est pas revenu à 100% physiquement. Il a comme s'il avait perdu un niveau, en fait. Alors, le but, c'est pas de vous rendre votre Carl Gilles, les gars. C'est juste que Carl Gilles, il reste toujours autant décisif. Il fait toujours autant de A à score parce que tous les ballons passent par lui. Mais techniquement, enfin, moi, quand je vais voir un match, tu vois, je le trouve moins bon qu'il y a un an en arrière, clairement, vraiment. Ok, écoute, je peux pas donner mon avis là-dessus. Donc les managers. Et pour info, son frère Max vient de signer à New England aussi. Voilà. Voilà, les personnes qui sont pas d'accord avec toi, je les invite à te contacter directement. Je vais pas m'occuper du service. C'est exactement qui me contacte. Mais après, je dis pas que c'est un mauvais joueur Sorare, loin de là, au contraire. Non, parce que quand je vois ses scores, il a. Là, tu le mets, voilà. Moi, je parle IRL. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des joueurs en MLS qui sont au-dessus de lui, Franchement, j'ai pas, voilà, je le dis avec, je le dis sans problème, quoi. Ouais, écoute, tu regardes assez de matchs pour voir justement te positionner là-dessus. Alors, prochaine question de Celzinho, que je salue aussi, coach Nasser Celzinho, je les ai rencontrés à Paris. Quel est ton joueur préféré de Benfica de tous les temps? Waouh, de tous les temps, Rui Costa. Rui Costa, j'ai adoré ce joueur. Il y en a plein, hein, mais vraiment Rui Costa. Je peux pas dire, tu vois, Eusebio, voilà, des joueurs comme ça parce que je les ai pas vus jouer, même si c'est des légendes, voilà. Mais Rui Costa, voilà, j'ai des souvenirs en étant gamin. Ça fait partie des joueurs qui m'ont fait aimer le foot en fait. Quand tu vois un gars qui fait un magnifique contrôle, une magnifique passe, des dribbles, qui est élégant sur un terrain, tu te dis waouh, j'aimerais bien être lui en fait, tu vois. Voilà, Rui Costa. Ok. Est-ce que question de PIDS, PIDS, est-ce que tu comptes aller à la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026? Bon, c'est très loin, hein, c'est dans 4 ans, mais est-ce que ça serait un de tes kiffs? Ouais, ça serait un de mes kiffs et j'aimerais bien le faire justement avec le fiston. Là, aujourd'hui, mon fils, il a 13 ans, donc il sera un peu plus grand et lui aussi a déjà allé plusieurs fois aux États-Unis, etc., etc. Et pour le coup, j'aimerais bien faire ça avec le fiston et pourquoi pas des gens de la commu FR qui seraient prêts à y aller. En fait, moi, si tu veux, plus on est, mieux c'est. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui est là sur mes streams et que je le rencontre, franchement, ça se passe toujours bien parce que finalement, s'il est sur mes lives, c'est qu'il apprécie plus ou moins ma personnalité et que généralement, l'inverse se fait aussi, tu vois. Donc, non, ça serait. Je pense que c'est quelque chose que je mettrais en place, le fait d'aller aux États-Unis pour voir la Coupe du Monde, clairement. Ouais, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. On termine par 2 questions. Les 2 dernières. Question de Kev. Comment explique-t-on que Bale ne démarre jamais? Est-ce que c'est un achat plus médiatique que sportif? Concernant Gareth Bale, alors moi j'étais plutôt partisan du fait que vu qu'il y avait la Coupe du Monde et tout, il allait jouer, il allait garder sa condition physique et tout ce qui s'ensuit. Il y a 2 choses. Déjà, Bale arrive dans une équipe de LAFC qui est vraiment l'équipe qui a la plus grosse profondeur de banc. Vraiment,
Là, ça va un peu mieux parce qu'ils ont commencé avec la période de transfert, ils ont commencé un petit peu à dégraisser. Mais vraiment, tu as 3-4 défenseurs centraux très bons. Sur les côtés, ils ont les doublures. Au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Enfin voilà. Et en attaque, je te parle même pas. C'est vraiment là où ils sont le plus fournis. Mais malgré tout, Bale reste Bale et normalement devrait avoir sa place. Après, j'ai l'impression que le coach le préserve, mais à mon avis, c'est plus des accords. Hein, je pense vraiment que en gros, peut-être que Gareth Bale, il est allé là-bas en mode voilà, moi je veux bien jouer, machin et tout, mais surtout j'ai la Coupe du Monde et je veux surtout pas me blesser. Enfin, tu vois, c'est possible qu'il y ait un accord qui est dans le deal et qu'en mode il va jouer de temps en temps quelques matchs par-ci par-là, quelques minutes par-ci par-là, mais qu'au final c'est plus pour garder la condition physique, continuer à s'entraîner, aider un petit peu l'AFC s'ils ont possibilité de gagner un match dans les 15 dernières minutes, peut-être qu'ils vont le mettre. Mais honnêtement, en tant que titulaire et tout maintenant, je me pose de plus en plus de questions. Pourtant, au début, quand il est arrivé, j'étais plutôt dans la partie adverse. Alors, question de In Memoriam, si tu étais une mascotte, laquelle tu serais? In Memoriam, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un énorme fan du championnat mexicain. Donc lui, il est à fond derrière les Pumas. Donc lui, il est la mascotte des Pumas, etc. Non, moi, si je serais une mascotte, tout simplement, ce serait un aigle. Clairement, ce serait l'aigle de Benfica. Voilà. Donc je sais pas si ça rendrait bien en mascotte, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si j'étais une mascotte, ce serait un aigle. Déjà, je trouve ça beau. Tu voles, donc c'est extraordinaire de pouvoir voler. Et puis tu fais partie des animaux les plus beaux de la planète, quoi, clairement. Je te suis aussi là-dessus. Et pour terminer, c'est pas une question, mais c'est un message de American Dream, et il met pas de question, mais ces deux-là, avec 8 de pique, méritent leur moment de gloire. Ils ont évité énormément de DNP dans un championnat peu connu du grand public. Merci les amis. Écoute, c'est là-dessus qu'on termine, Stéphane. Je te remercie beaucoup pour la joie, le dynamisme que tu as amené et d'avoir partagé avec moi pendant 1h30 ton aventure Sorare. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et je vais quand même essayer de temps en temps, quand j'ai des insomnies, de te faire un petit coucou le samedi soir. Écoute, moi aussi, je prends 1 minute pour te remercier infiniment d'avoir pensé à moi et de m'inviter dans ce podcast. Malgré tout, venir chez toi, tu sais, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, ce n'est pas rien. Merci infiniment. On t'accueillera avec plaisir lors de tes insomnies. Et puis, de toute façon, voilà, les gens qui me connaissent pas, vous suivez mon compte Twitter, vous venez sur Twitch et puis vous verrez, ça se passe bien généralement. Donc merci énormément, Mehdi, de m'avoir invité, quoi qu'il en soit. Avec grand plaisir. Salut. Salut, ciao, à plus, ciao. Encore merci à Stéphane et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous aide grandement. Et pour ceux qui voudraient se lancer sur Sorare, qui désirent revoir leur stratégie ou avoir un avis d'expert sur leur galerie, Media Sorare propose plusieurs services sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Comme à mon habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Media Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.